J'ai changé les serrures, mais je suis rentré chez moi pour trouver une fenêtre brisée. Mes parents ne venaient pas me rendre visite, ils me traquaient. J'ai disparu, mais les images de ma caméra cachée ont révélé une trahison si tordue que j'ai dû détruire ma propre famille pour survivre. Je m'appelle Mara Whittaker. J'ai 32 ans. J'ai une cote de crédit de 780, un fonds de retraite auquel je contribue mensuellement et un titre de cadre en tant que chef de projet chez Northbridge Logistic Group. Selon tous les critères de l'âge adulte aux États-Unis, je suis indépendante. Je paie mes impôts. Je signe mon propre bail. J'achète mes propres courses. Mais, debout dans l'entrée de mon appartement à Columbus, serrant la lanière de ma sacoche d'ordinateur jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, j'avais l'impression d'avoir de nouveau 6 ans, caché dans le placard de ma chambre d'enfant dans la banlieue de Cleveland. Attendant que la poignée de la porte tourne. Pour la plupart des gens, une maison est un sanctuaire. C'est le seul endroit où le masque tombe, où vous pouvez laisser votre vaisselle dans l'évier ou vous promener en sous-vêtements sans jugement. Pour moi, mon appartement s'était lentement transformé en un musée de ma propre vie, où je n'étais que la conservatrice, et dont le conseil d'administration était entièrement composé de mes parents. J'ai grandi dans une maison où l'intimité était traitée comme un sale secret. Dans notre impasse, juste à l'extérieur de Cleveland, l'amour se mesurait à la proximité. Ma mère, Diane, ne croyait pas aux portes fermées. Si je fermais la porte de la salle de bain à clé, elle crochetait la serrure avec une épingle à cheveux juste pour me demander si j'avais besoin d'une serviette propre. Si j'étais au téléphone, elle décrochait le combiné dans la cuisine et respirait doucement sur la ligne jusqu'à ce que je raccroche. Mon père, Gordon, permettait cela avec un calme terrifiant. Il s'asseyait dans son fauteuil inclinable en lisant le journal et me disait que je devrais être reconnaissante. Il disait que dans un monde plein d'indifférence, être surveillé était un privilège. Ils appelaient cela de l'attention. J'appelais cela de l'étouffement. Quand j'ai déménagé à Columbus, j'ai pensé que la distance me sauverait. 2 heures de route sur l'autoroute semblaient être un océan. J'ai choisi un complexe d'appartements qui était moderne, impersonnel et cher. Je m'y sentais en sécurité. Je sentais que c'était le mien. Mais le tout premier jour, alors que je déballais le dernier carton de déménagement, ma mère a tendu la main. Sa paume était ouverte, dans l'attente. Elle a demandé un double des clés. Je me souviens très bien de ce moment. Le soleil de fin d'après-midi frappait la moquette beige. Elle a souri, de ce sourire crispé et doux qui n'atteignait jamais ses yeux, et a dit que c'était juste pour les urgences. Elle a dit que si je glissais dans la douche ou m'étouffais avec un morceau de viande, je regretterais de ne pas avoir quelqu'un qui puisse entrer. C'était un scénario morbide et ridicule, mais ses yeux me mettaient au défi de la contredire. Ses yeux disaient que la refuser était un acte d'agression. Alors, en fille bien dressée que j'étais, je suis allé à la quincaillerie, j'ai fait une copie et j'ai placé le morceau de métal argenté dans sa main. Je pensais qu'il resterait dans un tiroir à bric-à-brac à Cleveland, à prendre la poussière. J'avais tort. L'invasion ne s'est pas produite d'un seul coup. Elle a commencé par le genre de changements subtils qui vous font douter de votre propre santé mentale. Cela a commencé environ 3 mois après mon emménagement. Je rentrais chez moi après une journée de 10 heures chez Northbridge, le cerveau frit par la gestion de la logistique de la chaîne d'approvisionnement et les disputes avec les fournisseurs, et quelque chose clochait. La première fois, c'était l'essuie-mains dans la salle de bain. J'ai l'habitude de plier mes serviettes en 3. C'est une petite bizarrerie névrotique que j'ai acquise à l'université. Quand je suis rentré à la maison ce mardi-là, la serviette était pliée en 2 une seule fois, parfaitement symétrique, suspendue sur le porte-serviette. Je l'ai fixée pendant 5 minutes. Je me suis dit que j'avais dû être pressé ce matin-là. Je me suis dit que j'étais fatigué. J'ai réécrit ma propre mémoire pour l'adapter à la réalité devant moi parce que l'alternative était trop troublante pour être envisagée. Ensuite, ce fut le lave-vaisselle. Je range mes couverts le manche vers le bas. Cela nettoie mieux ainsi. Un soir, j'ai ouvert la machine pour prendre une cuillère et la moitié des couverts avait le manche vers le haut. Je me suis figé. Je suis resté debout dans le silence de ma cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son, et j'ai senti un picotement de peur danser le long de ma colonne vertébrale. Je n'avais pas fait tourner le lave-vaisselle depuis 2 jours. L'avais-je chargé de cette façon? Étais-je en train de perdre la tête? J'ai commencé à blâmer mon travail. Northbridge était exigeant.
Je gérais 3 comptes majeurs, je dormais 6 heures par nuit et je fonctionnais à la caféine. Le stress fait des choses étranges à la mémoire. Je me suis dit, tu oublies des choses. Tu fonctionnes sur pilote automatique. Je me suis convaincu que j'étais la narratrice peu fiable de ma propre vie. Mais ensuite est venue l'odeur. Elle m'a frappé au moment où j'ai déverrouillé la porte d'entrée un jeudi pluvieux de novembre. Sous l'odeur de ma propre lessive et l'air vicié d'un appartement fermé, il y avait autre chose, une douceur florale écœurante. Gardenia. C'était le parfum que ma mère portait depuis 1995. C'était faible, persistant dans le couloir comme un fantôme. J'ai traversé chaque pièce, ouvrant les placards, vérifiant sous le lit. Il n'y avait personne. J'ai appelé ma mère ce soir-là, la voix légèrement tremblante. Je lui ai demandé si elle était venue à Columbus récemment. Elle a ri. C'était un son léger et aérien. Elle m'a demandé pourquoi diable elle conduirait 2 heures un jour de semaine. Elle m'a demandé si je dormais suffisamment. Elle m'a dit que j'avais l'air hystérique. À la fin de l'appel, elle m'a fait m'excuser de lui avoir posé la question. J'ai raccroché, me sentant petit et stupide. C'était le piège. Il vous faisait douter de vos sens pour que, lorsque les preuves devenaient indéniables, vous soyez déjà trop faible pour vous défendre. Le point de rupture ne fut pas une serviette déplacée ou un fantôme de parfum. Ce fut un gratin. Je suis rentré chez moi 2 semaines plus tard, épuisé. Il était 7 heures du soir. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Mais sur l'îlot de la cuisine, posé sur un dessous de plat en liège que je gardais dans le tiroir du bas, se trouvait un plat en verre recouvert de papier d'aluminium. À côté se trouvait un billet adhésif jaune. Je n'ai pas eu besoin d'allumer la lumière pour reconnaître l'écriture. Les boucles étaient nettes, la pression forte. Tu travailles trop dur. Papa et moi craignons que tu ne manges pas correctement. Fais-le simplement chauffer pendant 20 minutes à 350 degrés. Bisous, maman. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le gratin contre le mur. Même si l'envie a traversé mes bras comme de l'électricité. Au lieu de cela, j'ai senti une pierre froide et lourde s'installer dans mon estomac. Ils avaient conduit 2 heures à l'aller et au retour. Ils avaient utilisé la clé. Ils étaient entrés dans ma maison, mon sanctuaire, pendant que j'étais au travail. Ils avaient ouvert mes tiroirs pour trouver le dessous de plat. Ils avaient probablement ouvert mon réfrigérateur pour vérifier mes provisions. Ils avaient respiré mon air. J'ai d'abord composé le numéro de mon père. Gordon était le rationnel. Ou du moins, il le prétendait. J'avais besoin de logique. J'avais besoin que quelqu'un reconnaisse qu'entrer par effraction était un crime, même si vous laissiez un pain de viande derrière vous. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était calme. Le son de la télévision bourdonnait en arrière-plan. Je lui ai demandé pourquoi ils étaient dans mon appartement. J'ai essayé de garder une voix stable, professionnelle, la voix que j'utilisais lorsqu'une expédition était retardée. Il a soupiré, un son long et las qui sous-entendait que j'étais déraisonnable. Il a dit que je manquais à ma mère. Il a dit qu'ils étaient dans le quartier, ce qui était un mensonge puisqu'ils vivaient à 100 miles de là, et qu'ils avaient décidé de passer. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de gentil. Quand j'ai utilisé les mots intimité et limite, il m'a coupé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'élevait jamais la voix. Il a simplement utilisé l'arme qu'il avait aiguisée pendant 30 ans. Il m'a dit que nous étions une famille. Il a dit que la famille n'a pas de limite comme les étrangers. Il m'a demandé si je préférais qu'il ne se soucie pas du tout de moi. Il a tordu le récit jusqu'à ce que je sois la méchante. La fille froide et ingrate rejetant un repas chaud. Il a dit que je faisais une montagne d'un rien. Mais alors que je me tenais là, dans ma cuisine, fixant le plat enveloppé de papier d'aluminium, j'ai réalisé que ce n'était pas un rien. C'était un drapeau. Ils avaient planté un drapeau au centre de ma vie. J'ai regardé autour de l'appartement. Soudain, rien ne semblait être à moi. Les coussins sur le canapé semblaient légèrement plus gonflés que je ne les avais laissés. Les avait-elle secoués? Les magazines sur la table basse étaient empilés en une pile soignée. Les avait-elle lus? Les stores étaient tirés à un angle spécifique. Avait-elle regardé par ma fenêtre pour voir ce que je voyais? J'ai réalisé alors que le problème n'était pas la nourriture.
Ce n'était pas le ménage. C'était le message. En entrant dans mon espace sans permission, en touchant mes affaires, en réorganisant ma vie pour l'adapter à leurs normes, il me disait quelque chose de très clair. Il me disait que mon autonomie était une illusion. Il me disait que peu importe combien d'argent je gagnais, peu importe à quelle distance je déménageais ou quel âge j'avais, je n'étais toujours qu'une extension d'eux. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une pièce dans une maison qu'ils possédaient, et ils croyaient avoir le droit d'y entrer quand bon leur semblait, d'inspecter l'entretien et de réarranger les meubles. Je me suis dirigé vers la poubelle. J'ai ramassé le gratin, lourd et encore chaud. Pendant une seconde, l'odeur de la cuisine maison, du réconfort, est montée jusqu'à moi, déclenchant un désir instinctif et profond d'être prise en charge. C'était la partie la plus dangereuse de leur maltraitance. Elle avait le goût de l'amour. J'ai laissé tomber le plat dans la poubelle. Le verre ne s'est pas brisé. Mais le bruit sourd et lourd a résonné dans l'appartement silencieux. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas oublieuse. J'étais assiégée. Et en regardant la porte d'entrée, le peigne dormant spécifiquement, j'ai su que le morceau de métal dans le sac à main de ma mère n'était plus une mesure de sécurité. C'était une laisse. Je me suis assise à la table où se trouvait encore le mot. Tu travailles trop dur. J'ai pris un stylo et j'ai commencé une liste. Je n'ai pas écrit de mots de remerciement. J'ai noté la date. J'ai noté l'heure. J'ai écrit « Entrée non autorisée ». Objet laissé, gratin. Preuve de fouille, dessous de plat retiré du tiroir. S'ils voulaient traiter ma vie comme un projet qu'ils pouvaient gérer. Très bien. Mais ils avaient oublié ce que je faisais dans la vie. Je gérais le chaos. Je traquais les divergences. Et j'allais auditer mes propres parents. J'ai attendu jusqu'à 9 h le lendemain matin pour passer l'appel. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de Northbridge Logistique, regardant les autres employés filtrés par les portes en verre. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'un cocktail de caféine et d'adrénaline. Je devais être professionnel. Je devais traiter cela comme un litige avec un fournisseur, non comme une fille implorant des limites. J'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, la voix joyeuse et enjouée comme si nous poursuivions une conversation agréable d'il y a quelques instants. Je lui ai demandé directement si elle était entrée dans mon appartement la veille. Je n'ai pas mentionné le gratin. Je voulais qu'elle admette l'acte, pas le cadeau. Il y a eu une pause sur la ligne, mais ce n'était pas une pause de culpabilité. C'était la pause de quelqu'un confondu par une question stupide. Elle l'a admis instantanément. Elle a parlé avec le ton décontracté que l'on pourrait utiliser pour décrire l'achat de lait sur le chemin du retour. Elle m'a dit qu'elle était dans le coin et qu'elle avait réalisé que je serais au travail, alors elle est passée pour ranger. J'ai serré le volant. Je lui ai rappelé que je ne lui avais pas demandé de ranger. Je lui ai rappelé qu'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission était illégal. Elle a ri. C'était ce même son léger et dédaigneux qui me retournait l'estomac. Elle m'a dit d'arrêter d'être aussi dramatique. Puis elle a prononcé la phrase qui a brisé quelque chose de fragile dans ma poitrine. Elle a dit que puisque j'étais au travail, l'appartement était simplement là, vide. Elle a dit qu'elle utilisait simplement l'espace pour m'aider. Je suis resté assise dans un silence stupéfait pendant qu'elle énumérait les choses qu'elle avait faites, comme essuyer les plans de travail et secouer les coussins, comme si elle était une gestionnaire immobilière inspectant un logement vacant. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique. Pour Diane Whittaker, mon appartement n'était pas ma maison. C'était un espace qui ne m'appartenait que lorsque je me tenais physiquement à l'intérieur. Au moment où je franchissais la porte pour aller gagner l'argent qui payait le loyer, ma propriété s'évaporait. Dans son esprit, une pièce vide était un vide qu'elle avait le droit de combler. Je n'étais pas une adulte avec une vie privée. J'étais une locataire dans un monde où elle détenait le titre de propriété principale. Je lui ai dit que je voulais récupérer ma clé. Elle s'est tue. Puis le ton a changé. L'enjouement a disparu, remplacé par un murmure blessé et fragile. Elle m'a demandé si j'allais vraiment lui faire ça. Elle m'a demandé si j'allais la punir de l'aimer trop. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. J'ai simplement appuyé sur le bouton rouge et fixé le tableau de bord. Un message texte est arrivé 3 secondes plus tard de mon père. Il disait « Appelle ta mère ».
Elle pleure. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à Cleveland ce week-end-là. Je me suis dit que c'était une mission tactique. J'entrerai, j'exigerai la clé de rechange et je partirai. Je ne m'assierai pas. Je ne mangerai pas. J'ai pratiqué mes répliques pendant les 2 heures de route vers le nord sur l'autoroute inter-État. J'apprécie la nourriture, mais j'ai besoin de récupérer la clé. Ceci est non négociable. Mais au moment où je me suis garé dans l'allée de la maison où j'ai grandi, ma résolution a commencé à se dissoudre. La maison avait exactement la même apparence que depuis 30 ans. La pelouse était entretenue au millimètre près. Les rideaux étaient tirés. C'était une forteresse de normalité de banlieue. Je suis entré et l'odeur m'a frappé. L'encaustique au citron et le rôti de bœuf. C'était l'odeur de l'obligation. Ma mère était dans la cuisine. Quand elle m'a vu, elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air tragique. Elle ressemblait à une martyre qui avait été lapidée par son propre enfant ingrat. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et m'a offert à boire. J'ai refusé le verre. J'ai tendu la main. J'ai demandé la clé. Mon père est arrivé du salon. Il portait son uniforme du week-end, un polo rentré dans un pantalon beige. Il a regardé ma main tendue, puis mon visage, et a secoué la tête lentement. Il m'a dit de m'asseoir. Il a dit que nous allions dîner en famille et discuter de cela comme des adultes. J'ai essayé de rester debout. J'ai essayé de tenir bon, mais la gravité de cette maison était immense. Elle tirait sur vos chevilles. Elle vous faisait vous sentir lourde et fatiguée. Dans les 10 minutes qui ont suivi, j'étais assise à la table de la salle à manger, une assiette de roast-beef devant moi, piégée dans le cauchemar que j'avais conduit 2 heures pour terminer. J'ai évoqué l'invasion. J'ai utilisé le mot invasion. Gordon a coupé sa viande avec des mouvements chirurgicaux précis. Il n'a pas levé les yeux. Il m'a dit que je réagissais de manière excessive. Il a dit que dans un monde où les enfants abandonnent leurs parents, je devrais être reconnaissante d'avoir une mère qui voulait nettoyer ma cuisine. Il a transformé l'argument en un échec moral de ma part. Il a fait passer mon désir d'intimité pour un défaut de caractère. Diane a reniflé. Elle a dit qu'elle voulait juste être utile. Elle a dit qu'elle avait l'impression que je la repoussais. J'ai regardé de l'un à l'autre. La dynamique était parfaite, fluide, répétée pendant des décennies. Elle était la tempête émotionnelle. Il était l'encre de la fausse logique. Ensemble, ils ont créé un mur que je ne pouvais pas escalader. J'ai demandé la clé à nouveau. Gordon a posé sa fourchette. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit qu'il garderait la clé pour les urgences seulement. Il m'a donné sa parole. Il a dit que si je reprenais la clé maintenant, cela briserait le cœur de ma mère. Et il a demandé si j'étais vraiment le genre de fille qui ferait ça pour un gratin. Je suis parti 1 heure plus tard. Je n'avais pas la clé. J'avais un récipient de restes de roast-beef et un mal de tête qui palpitait derrière mes yeux. J'avais échoué. J'avais conduit dans la fosse aux lions et je les avais laissés me convaincre que c'était moi qui avais des dents pointues. Mais sur le chemin du retour vers Columbus, la culpabilité a commencé à se transformer en autre chose. Elle s'est transformée en un soupçon froid et dur. J'ai cessé de faire confiance à ma propre mémoire. Si je ne pouvais pas leur faire confiance pour respecter mes limites et que je ne pouvais pas me faire confiance pour maintenir ces limites en leur présence, j'avais besoin de données objectives. J'ai commencé un journal de bord. J'ai acheté un petit carnet noir que je gardais dans ma sacoche d'ordinateur. Je ne l'ai jamais laissé dans l'appartement. Chaque matin avant de partir au travail, je prenais des photos de l'appartement avec mon téléphone. Je photographiais l'angle des stores. Je photographiais le niveau de lait dans la bouteille. J'ai placé un seul cheveu en travers du joint de la porte d'entrée, en l'attachant avec une petite goutte de salive transparente, exactement comme je l'avais vu dans les films d'espionnage. Pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Le cheveu est resté intact. Le lait est resté au même niveau. Puis, un mardi, le cheveu avait disparu. Je me suis précipité à l'intérieur. L'appartement avait l'air normal. L'air sentait le neutre, mais je suis allé directement à la salle de bain. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie. J'avais rangé les flacons de pilules par ordre alphabétique. Ibuprofène, multivitaminé,
Zyrtec. Ils étaient maintenant rangés par taille. J'ai vérifié la cuisine. Le lave-vaisselle avait été mis en marche. Il était vide. Je l'avais laissé à moitié plein de vaisselle sale. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai ouvert mon journal de bord. J'ai noté la date. J'ai noté l'heure. J'ai écrit « Entrée confirmée ». Aucun mot laissé. Nettoyage effectué pour cacher la présence. J'ai appelé ma mère. Je n'ai pas demandé cette fois. J'ai accusé. Elle a pleuré. Elle a sangloté au téléphone. Un son fort et haletant. Elle a dit qu'elle était juste passée utiliser les toilettes parce qu'elle faisait des courses à proximité. Elle a dit que j'étais paranoïaque. Elle a dit que j'étais cruel de la pister comme une criminelle. Le lendemain, elle a envoyé des fleurs à mon bureau. La carte disait « Je suis désolé de t'avoir contrarié. Je t'aime ». 2 jours plus tard, je suis rentré à la maison pour trouver un sac de courses sur le comptoir. Pas de mots, juste la présence silencieuse de choses que je n'avais pas achetées. Quand je l'ai appelée cette fois-là, elle était en colère. Elle a crié que j'étais ingrate. Elle a dit qu'elle avait dépensé 60 € en courses pour moi et que tout ce que je faisais, c'était me plaindre. Puis sont venues les douceurs. Des messages vocaux me disant qu'elle était fière de moi. Des messages me demandant si je mangeais assez. C'était un cycle conçu pour m'épuiser. C'était de la guerre psychologique. Si elle était gentille, je me sentais coupable d'être méfiante. Si elle était en colère, j'avais peur du conflit. Si elle pleurait, je me sentais comme un monstre. Je perdais du poids. Je sursautais à la moindre ombre. Je vérifiais les serrures 5 fois avant de me coucher. J'ai réalisé que Gordon avait raison sur une chose. Je me rendais malade. Mais ce n'était pas à cause de ma propre névrose. C'était parce que ma maison n'était pas un endroit sûr. J'ai décidé d'y mettre fin. Je ne demanderai pas la permission. Je ne demanderai pas la clé. Je supprimerai simplement leur accès. J'ai pris une demi-journée de congé un vendredi. J'ai appelé un serrurier que j'ai trouvé sur Internet, un professionnel avec 5 étoiles et une réputation de rapidité. Il est arrivé à 2 heures de l'après-midi. C'était un homme grand avec de la graisse sous les ongles et peu de mots. Je l'ai payé 250 € pour remplacer le pêne dormant et la serrure de la poignée. Je lui ai demandé des clés qui ne pouvaient pas être reproduites dans une quincaillerie. Il m'a tendu 2 lourdes clés en laiton avec ne pas dupliquer estampées profondément dans le métal. Je suis resté dans le couloir et je l'ai regardé travailler. Lorsque l'ancienne serrure est tombée sur le sol, j'ai ressenti une vague d'euphorie. C'était physique. L'oppression dans ma poitrine s'est relâchée. Je tenais la nouvelle clé dans ma main. Elle semblait lourde. Elle ressemblait au pouvoir. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à la direction de l'immeuble. Je savais que le bail m'obligeait à fournir une copie au propriétaire, mais j'ai décidé d'attendre. J'avais besoin d'une semaine, juste une semaine en sachant que la seule personne qui pouvait franchir cette porte était moi. Ce week-end fut le plus paisible de ma vie. J'ai dormi jusqu'à 10 heures du matin. J'ai laissé ma vaisselle dans l'évier et elle y est restée, sale et glorieuse. J'avais l'impression d'avoir enfin quitté la maison de mon enfance avec 10 ans de retard. Le lundi est arrivé. Je suis allé travailler avec une légèreté dans ma démarche. J'ai sifflé dans l'ascenseur. J'avais l'impression d'avoir gagné une guerre secrète. Je suis rentré chez moi à 6 heures. J'ai marché dans le couloir, fredonnant pour moi-même, balançant mon cordon avec la nouvelle clé lourde en laiton. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Je me suis arrêté. La porte était déverrouillée. J'ai fixé la poignée. La fente du trou de serrure était verticale. En position déverrouillée. Je savais que je l'avais verrouillée. Je me souvenais très bien du clic satisfaisant du pêne dormant ce matin-là. Je me souvenais de l'avoir vérifié 2 fois. Mon cœur s'est mis à marteler contre mes côtes, un rythme frénétique d'oiseau. Avais-je été cambriolé? Le serrurier m'avait-il arnaqué? J'ai poussé la porte lentement. Les lumières étaient allumées. L'odeur des gardénias a roulé dans le couloir, épaisse et étouffante. Ma mère était assise sur mon canapé. Elle lisait un magazine. Elle a levé les yeux quand je suis entré,
et son visage était un masque de surprise agréable, comme si nous avions un rendez-vous pour prendre un café et qu'elle était arrivée en avance. Mes yeux se sont posés sur la table basse. Juste à côté de son sac à main se trouvait une clé. Elle était brillante. Elle était neuve. Ce n'était pas la lourde clé en laiton que j'avais dans ma poche. C'était une clé en argent standard. J'ai regardé la porte. La nouvelle serrure était toujours là. Le pen dormant coûteux de haute sécurité pour lequel j'avais payé 300 € était intact. Et pourtant, elle était à l'intérieur. Ma mère a souri et ce fut la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Elle m'a demandé pourquoi j'avais changé les serrures sans le lui dire. Elle a dit que c'était très dangereux de couper les ponts avec la famille. Elle a dit qu'elle avait été tellement inquiète quand son ancienne clé n'avait pas fonctionné qu'elle avait dû trouver une solution. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, ma nouvelle clé me coupant la paume de la main, et j'ai réalisé que je n'avais pas gagné. J'avais simplement intensifié le jeu, et je n'avais aucune idée de qui d'autre jouait. Ma mère tenait la clé en argent entre son pouce et son index comme un trophée dentelé. Elle accrochait la lumière du plafonnier, un reflet vif qui semblait se moquer des 300 € que j'avais dépensés pour le serrurier à peine 48 heures auparavant. Je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Ma main agrippait toujours l'inutile clé en laiton dans ma poche, le métal mordant ma peau. Elle a parlé avant que je ne puisse respirer. Elle a dit qu'elle était passée plus tôt pour déposer du courrier qu'elle avait récupéré pour moi. Un autre mensonge, puisque mon courrier allait maintenant à une boîte postale, et qu'elle avait découvert que sa clé ne fonctionnait pas. Elle m'a dit qu'elle avait été terrifiée. Elle a prétendu qu'elle pensait que je pouvais être à l'intérieur, inconsciente ou blessée, incapable d'ouvrir la porte. Alors, naturellement, elle est allée au bureau de location. Elle a expliqué cela avec une rationalité terrifiante. Elle a dit au gérant de la propriété qu'elle était ma mère, que je ne répondais pas à mon téléphone et qu'elle craignait pour ma sécurité. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle avait dû pleurer pour qu'il l'écoute, comme si la manipulation émotionnelle était un outil nécessaire dans son ensemble de survie. Et parce qu'elle était Diane Whittaker, présentable, éloquente, et rayonnant d'inquiétude maternelle, il lui avait donné un passe-partout. Pas seulement un prêt pour la laisser entrer. Une fois qu'ils lui eurent fait une copie, je me suis avancé vers elle. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec les pas lourds et délibérés de quelqu'un qui marche vers un précipice. J'ai pris la clé sur la table. Elle était estampillée avec le logo de la société de gestion immobilière. C'était un double du passe-partout qui pouvait ouvrir toutes les portes de mon immeuble. Je lui ai demandé de partir. Ma voix était si basse qu'elle était à peine enregistrée comme un son. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Elle avait l'air déçue, pas coupable. Elle m'a dit que je devrais la remercier d'être proactive. Elle a dit que si j'avais l'intention de changer les serrures, j'étais légalement obligé d'en informer les membres de la famille qui se souciaient de moi. Elle a embrassé ma joue, un baiser sec et terrifiant, et est sortie par la porte dont elle venait de prouver qu'elle n'était rien de plus qu'une décoration. Au moment où le loquet a cliqué, je ne me suis pas effondré. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai marché droit vers le bureau de location au premier étage. Le bureau était frais et sentait la fausse vanille et le nettoyant pour tapis. Le gérant de la propriété, un homme nommé Gary, qui passait généralement son temps à éviter le contact visuel avec les locataires, était assis derrière son bureau. Quand j'ai claqué la clé en argent sur son sous-main, il a sursauté. J'ai exigé de savoir pourquoi il avait donné à une étrangère l'accès à mon appartement. Gary a ajusté ses lunettes. Il avait l'air agacé, pas désolé. Il m'a dit que Madame Whittaker n'était pas vraiment une étrangère. Il a dit qu'elle était ma mère. Il a dit qu'elle était répertoriée comme mon contact d'urgence, ce qui était vrai, un vestige de l'époque où j'avais signé le bail et croyais encore au concept de soutien familial. Je lui ai rappelé qu'un contact d'urgence est un numéro de téléphone, pas un copropriétaire. Je lui ai rappelé que mon bail stipulait que seuls les résidents figurant sur le contrat avaient le droit d'entrer. Je lui ai dit que j'avais changé la serrure spécifiquement pour empêcher les gens d'entrer et qu'il avait compromis ma sécurité sur la base de quelques larmes. Il a soupiré, se penchant en arrière dans sa chaise. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de condescendance. Il a dit qu'il soutenait seulement les familles en crise. Il a dit que ma mère semblait sincèrement désemparée. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit qu'il n'avait pas réellement coupé la clé lui-même. Il a dit que la directrice adjointe s'en était occupée parce qu'elle semblait connaître ma mère personnellement.
Je me suis figé. J'ai demandé qui était la directrice adjointe. Il a fait un geste vague vers un bureau vide dans le coin. Il a dit qu'elle était nouvelle, une jeune femme qui avait commencé le mois dernier. Il a dit qu'elle avait mentionné avoir déjà rencontré ma famille. Je suis sorti du bureau la tête qui tournait. Je ne connaissais aucune directrice adjointe, mais l'implication était claire. Ma mère n'avait pas seulement charmé un étranger. Elle avait trouvé une alliée. Elle avait construit un réseau. Ce n'était pas seulement une violation de la vie privée. C'était une conspiration. J'ai appelé mon père depuis le parking. J'avais besoin de l'entendre le dire. J'avais besoin de l'entendre défendre cela. Gordon a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai dit que maman avait manipulé le personnel de l'immeuble pour contourner un changement de serrure légale. Il n'a pas eu l'air surpris. Il avait l'air fatigué. Il m'a dit que je me donnais en spectacle. Il a dit que si je passais mon temps à accuser la direction et à me battre avec ma mère, les gens commenceraient à parler. Il a dit que si je déposais une plainte formelle, cela figurerait dans mon dossier de location. Il a dit que c'était moi qui avais l'air instable. Il m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement accepter d'être aimé. Je lui ai raccroché au nez. C'était le piège. Si je ripostais, j'avais l'air folle. Si je me soumettais, je perdais ma liberté. Ils avaient transformé les normes sociales en armes contre moi. Ils savaient que le monde a tendance à se ranger du côté de la mère en pleurs plutôt que de la fille froide et secrète. Je suis retourné dans mon appartement. Il semblait contaminé. J'ai frotté les plans de travail qu'elle avait touchés. J'ai vaporisé du désinfectant sur le canapé où elle s'était assise, mais je savais que ce n'était pas suffisant. La serrure était inutile maintenant. Ils avaient une clé. La direction était compromise. J'avais besoin d'eux. Si je ne pouvais pas les empêcher d'entrer physiquement, je devais prouver ce qu'ils faisaient. J'avais besoin d'une preuve indéniable et objective que ce n'était pas une visite de courtoisie, mais quelque chose de bien plus sinistre. Je suis allé sur Internet et j'ai commandé 3 caméras. J'ai payé pour une livraison le lendemain. J'ai acheté des modèles haut de gamme, de petits cubes noirs qui pouvaient être cachés facilement. Elles sont arrivées le lendemain pendant que j'étais au travail. J'ai récupéré le colis dans le casier sécurisé, me sentant comme une espionne dans ma propre vie. Ce soir-là, j'ai passé 3 heures à les installer. J'en ai placé une sur l'étagère du haut de ma bibliothèque, prise en sandwich entre un exemplaire de guerre épais et une plante grasse décorative. Elle offrait une vue grand angle de la porte d'entrée et du salon. J'ai placé la 2e dans la cuisine, cachée au-dessus du réfrigérateur, inclinée vers le bas pour voir les plans de travail et la cuisinière. La 3e est allée dans ma chambre, déguisée en chargeur de téléphone branché sur le mur face à ma commode. Je les ai connectés à un serveur externe avec un mot de passe de 20 caractères. J'ai mis les alertes en mode silencieux sur mon téléphone pour qu'elles ne sonnent pas si j'étais en réunion. Pendant 2 jours, la diffusion était ennuyeuse. C'était juste moi me promenant, mangeant des céréales, regardant la télévision. C'était une émission de télé-réalité déprimante avec un public d'une seule personne. Mais le jeudi, alors que j'étais dans une réunion d'examen du budget chez Northbridge, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Je l'avais placé face vers le bas sur la table de conférence, mais j'ai vu le flash. Mouvement détecté. Salon. J'ai glissé le téléphone sur mes genoux. J'ai gardé un visage neutre pendant que le vice-président des finances discutait des projections trimestrielles. J'ai ouvert l'application. La diffusion vidéo s'est chargée. L'horodatage était actuel. Ma porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère est entrée. Elle portait son imperméable beige. Elle n'avait pas l'air paniquée. Elle ne ressemblait pas à une mère dans une situation d'urgence. Elle ressemblait à une femme arrivant au travail. Elle est entrée, a fermé la porte derrière elle et l'a verrouillée. J'ai ressenti une vague de nausée, mais ensuite la porte s'est rouverte. Ma mère ne l'avait pas verrouillée. Elle l'avait déverrouillée pour quelqu'un d'autre. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai regardé le petit écran, l'image pixelisée se figeant et sautant légèrement sur le réseau sans fil du bureau. Une 2e silhouette est entrée dans mon appartement. C'était une femme. Elle était plus jeune, habillée en jean et avec un chandail à capuchon. Elle a baissé le capuchon en entrant.
Ma mère s'est tournée vers elle et a pointé vers ma chambre. La jeune femme a hoché la tête et a commencé à marcher, non pas avec hésitation, mais avec détermination. Elle bougeait comme si elle était déjà venue là. Elle bougeait comme si elle avait un travail à faire. J'ai regardé avec horreur ma mère aller dans la cuisine et commencer à ouvrir mes placards pendant que cette étrangère marchait dans mon sanctuaire privé. Ce n'était pas une vérification de bien-être. C'était une perquisition. Je me suis excusé de la réunion. J'ai marché jusqu'aux toilettes, verrouillé la porte des cabinets et me suis assise sur le couvercle fermé, fixant le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber l'appareil. J'ai zoomé sur la vidéo alors que la jeune femme ressortait de la chambre en tenant quelque chose. C'était mon journal intime, celui que je gardais dans ma table de nuit. Elle l'a feuilleté, a ri de quelque chose qu'elle a lu et l'a tendu à ma mère. Ma mère l'a pris. Elle a mis ses lunettes de lecture. J'ai ressenti une violation si profonde qu'elle semblait physique, comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne réarrangeait plus simplement mes meubles. Elle récoltait mes pensées. Elles exploitaient ma vie pour obtenir des informations. Et alors que la jeune femme tournait son visage vers la caméra sur la bibliothèque, inconsciente d'être observée par la personne même qu'elle violait, j'ai réalisé que mes parents avaient recruté un soldat. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle. C'était une opération, et j'étais la cible. J'étais assise sur le couvercle fermé des toilettes dans la salle de bain de l'entreprise, la porcelaine froide s'infiltrant à travers mon pantalon, serrant mon téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade dont on avait déjà retiré la goupille sur le petit écran lumineux. L'horreur se déroulait en haute définition, tamponnée seulement par la connexion du bureau. J'ai reconnu l'intruse instantanément. Ce n'était pas une cambrioleuse. Ce n'était pas une étrangère. C'était Tessa. Tessa était ma petite cousine du côté de ma mère. Elle avait 26 ans, vivait dans une maison de ville payée par ses parents et était la personnification de tout ce que ma mère aurait souhaité que je sois. Tessa appelait sa mère tous les jours. Tessa publiait des photos de ses dîners du dimanche sur Internet avec des légendes sur le fait d'être bénie. Tessa ne se disputait jamais, ne fixait jamais de limites et ne verrouillait jamais une porte. Pour ma mère, Tessa était la norme idéale de la piété filiale. Pour moi, c'était un exemple terrifiant d'un être humain sans contour. Et maintenant, elle était dans mon salon. J'ai regardé, paralysé, alors qu'elle se déplaçait dans mon appartement avec une familiarité désinvolte et écœurante. Elle ne marchait pas sur la pointe des pieds. Elle ne regardait pas par-dessus son épaule. Elle est entrée comme si elle payait le prêt hypothécaire. Elle a jeté son sac à main sur mon fauteuil, celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois pour l'acheter, et a enlevé ses chaussures en plein milieu du tapis. Ma mère était dans la cuisine, hors du cadre, mais je pouvais entendre le faible cliquetis des portes de placard. Tessa, cependant, avait son propre programme. Elle a marché vers la salle de bain. J'ai basculé la diffusion de la caméra vers celle que j'avais cachée dans le couloir, déguisée en détecteur de monoxyde de carbone. Je l'ai regardée entrer dans la salle de bain. Elle n'a pas fermé la porte. Un instant plus tard, j'ai vu son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle a ouvert mon armoire à pharmacie. Ce n'était pas un coup d'œil rapide. Elle a commencé à ramasser des flacons. Elle a pris ma lotion pour le visage, a dévissé le bouchon et l'a reniflé. Elle en a versé un peu sur un coton et s'est essuyé le visage. Elle utilisait mes articles de toilette. La violation était si intime, si mesquine que j'ai senti une vague de bile monter dans ma gorge. Puis elle a sorti son téléphone. Elle a brandi un flacon de mes médicaments prescrits contre l'anxiété, ceux que j'avais commencé à prendre spécifiquement à cause de mes parents, et a pris une photo de l'étiquette. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ce n'était pas seulement une intrusion. C'était un audit. Elle rassemblait des preuves. Elle montait un dossier sur ma vie pour prouver que j'allais mal, que j'étais sous médicaments, que j'avais besoin de leur intervention. J'ai quitté l'application de la caméra et j'ai composé le numéro de Tessa. Mes doigts tremblaient si fort que je me suis trompé 2 fois. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sur la vidéo, que j'avais réduite dans le coin de mon écran, je l'ai vue regarder son téléphone, hausser les épaules et le porter à son oreille. Elle se tenait toujours dans ma salle de bain en tenant mes médicaments. Elle a dit allô d'une voix qui était claire, enjouée et complètement dépourvue de culpabilité. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle n'a pas bégayé. Elle n'a pas paniqué.
Elle m'a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que je savais qu'elle était dans mon appartement. Je lui ai dit que je la regardais. Pendant une seconde, elle a regardé autour de la pièce, ses yeux scrutant le plafond, mais elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air agacée. Elle a poussé un petit soupir dramatique. Elle m'a dit que tante Diane avait dit que je n'étais pas à la maison. La phrase est restée suspendue dans l'air entre nous, lourde et illogique. Tante Diane a dit que tu n'étais pas à la maison. Je lui ai demandé en quoi cela importait. Je lui ai demandé pourquoi mon absence lui donnait la permission de s'introduire dans mon sanctuaire. Elle a ri. C'était un son dédaigneux. Elle a dit qu'elle et tante Diane avaient fait du magasinage au centre commercial voisin et qu'elle avait besoin d'utiliser les toilettes et de recharger son téléphone. Elle a dit que puisque je n'étais pas là, l'appartement était simplement vide. Alors, Diane a utilisé la clé d'urgence pour les laisser entrer. C'était la même logique tordue que ma mère avait utilisée. Mais l'entendre de Tessa, une personne de mon âge, quelqu'un qui aurait dû comprendre le concept d'intimité, était terrifiant. Pour eux, ma maison n'était pas une résidence privée. C'était une halte familiale. C'était une ressource à utiliser. Le fait que je n'étais pas physiquement présente me dépouillait de mes droits sur l'espace. Si je n'étais pas là pour garder la porte était présumée ouverte. Je lui ai dit de sortir. Je lui ai dit de remettre mes médicaments en place, de laisser la clé sur la table et de sortir avant que je n'appelle la police. Tessa s'est moquée. Elle s'est vraiment moquée. Elle m'a dit que j'étais hystérique. Elle a dit que la famille est de la famille. Puis elle a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Elle a dit que tante Diane s'inquiétait juste parce que mon appartement était tellement en désordre. Elle a dit qu'elle me rendait service en rangeant. J'ai regardé la diffusion. Mon appartement était impeccable. Je l'avais nettoyé 2 jours plus tôt. Mais pour eux, tout signe de ma vie indépendante, un livre sur la table, une chaussure près de la porte, était du désordre. C'était la preuve de mon incapacité à maintenir le contrôle, justifiant leur prise de pouvoir. Je lui ai raccroché au nez. J'ai appelé ma mère immédiatement. Diane a répondu, et je pouvais entendre le son du robinet de ma propre cuisine couler en arrière-plan. Elle lavait la vaisselle, de la vaisselle qui était déjà propre. Je n'ai pas crié. J'avais froid. J'ai senti un calme glacial et mortel s'installer en moi. Je lui ai demandé pourquoi elle avait amené Tessa chez moi. La voix de Diane était douce, enrobée de ce déni indestructible qu'elle avait perfectionné pendant 30 ans. Elle a dit que Tessa était de la famille. Elle a demandé quel était le problème. Elle a dit que Tessa m'admirait et voulait juste voir où je vivais. Je lui ai parlé des photos. Je lui ai dit que j'avais vu Tessa photographier mes ordonnances. Il y a eu une pause. Puis Diane a dit les mots qui ont confirmé ma pire peur. Elle a dit qu'elle voulait juste s'assurer que je prenais soin de moi. Elle a dit que les secrets rendent les gens malades. Elle ne me rendait pas visite. Elles enquêtaient. Elles cherchaient des failles dans mon armure pour pouvoir les ouvrir et s'insérer plus profondément. Elles construisaient un récit où j'étais la fille fragile et instable, et elles étaient les sauveuses. Et Tessa était le témoin dont elles avaient besoin pour corroborer leur histoire auprès du reste de la famille élargie. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que si elle n'était pas partie dans 5 minutes, je porterais plainte. Diane a soupiré, le son d'une mère épuisée par la crise de colère d'un enfant en bas âge. Elle a dit très bien. Elle a dit qu'elle partait de toute façon parce que l'énergie dans l'appartement était très négative. J'ai regardé sur la caméra pendant qu'elles ramassaient leurs affaires. Elles ne se sont pas pressées. Diane s'est essuyé les mains sur ma serviette. Tessa a fini de charger son téléphone. Elles ont franchi la porte la tête haute, la verrouillant derrière elle avec le passe-partout en argent que je ne pouvais pas reprendre. J'ai quitté le travail. Je ne pouvais pas rester. Je me sentais exposé, à vif. J'ai conduit directement au bureau de location. Je suis entré, j'ai dépassé le bureau vide de la directrice adjointe et je suis allé directement vers Gary. Je ne me suis pas assise. J'ai brandi mon téléphone et je lui ai montré l'enregistrement de Tessa photographiant mon armoire à pharmacie. Je lui ai dit que j'avais eu une étrangère dans mon appartement facilité par son personnel. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'une intrusion criminelle. Gary a regardé la vidéo. Il m'a regardé. Il avait l'air fatigué.
Il a dit que techniquement ma mère avait accès en raison de la clé délivrée pour les urgences. Il a dit que puisque ma mère avait invité l'autre femme à entrer, ce n'était pas une effraction. Il a dit que c'était un conflit domestique. J'ai frappé du poing sur le bureau. Je lui ai dit que c'était mon bail. Je lui ai dit que je payais le loyer. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'à moins que je n'ai une ordonnance restrictive, il avait les mains liées. Il a dit qu'il ne pouvait pas contrôler qui étaient mes invités si un détenteur de clé les laissait entrer. Il m'a suggéré de parler à ma famille et de régler le problème. Je suis sorti du bureau et me suis tenu sur le trottoir. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres sombres sur le stationnement. Je me sentais petite. Je me sentais invisible. La loi ne m'aiderait pas parce que, sur le papier, cela ressemblait à de l'amour. La direction de l'immeuble ne m'aiderait pas parce que, sur le papier, cela ressemblait à de la famille. Mes serrures ne fonctionnaient pas. Mes mots ne fonctionnaient pas. Je suis monté à mon appartement. Je me suis tenu au centre du salon. Ça sentait les gardénias et le vaporisateur corporel à la vanille bon marché de Tessa. L'air semblait lourd. Usé. J'ai regardé la caméra cachée sur la bibliothèque. J'ai regardé la porte. Ils avaient un système. Ils avaient des clés. Ils avaient des recrues. Ils avaient la supériorité morale dans leur propre récit délirant. Si je restais, cela ne finirait jamais. Ils continueraient à venir. Ils continueraient à vérifier. Finalement, ils trouveraient quelque chose. Une bouteille de vin, un reçu en désordre, un moment de faiblesse, et ils s'en serviraient pour me déclarer inapte. Ils s'installeraient. Ils prendraient le contrôle. J'ai réalisé alors que je ne pouvais pas gagner cette guerre sur ce champ de bataille. Le territoire était compromis. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Je devais faire la seule chose dont ils me croyaient incapable. Ils pensaient que j'étais dépendante. Ils pensaient que j'avais besoin de leur approbation, de leur argent, de leur validation. Ils pensaient que je n'existais que par rapport à eux. Je devais prouver que je n'existais pas du tout. Je suis allé à mon placard et j'ai sorti une valise. Je n'ai pas emballé de vêtements. J'ai emballé mes documents. J'ai emballé mon passeport, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale. Je n'allais pas changer les serrures à nouveau. Je n'allais pas déposer une autre plainte. J'allais disparaître. S'ils voulaient tellement un appartement vide, je leur en donnerais un. Mais cette fois, quand ils ouvriraient la porte, il n'y aurait aucun secret à trouver. Il n'y aurait aucune fille à gérer. Il n'y aurait rien d'autre que le silence résonnant d'une fille qui avait enfin appris que la seule façon de gagner le jeu était d'arrêter de jouer. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à planifier. Je devais agir vite. Je devais être précise. Et surtout, je devais être silencieuse. La prochaine fois qu'ils utiliseraient cette clé en argent, ils allaient entrer dans une histoire de fantôme. Le vent fut la première chose que je remarquai. C'était un son bas, un sifflement creux qui n'avait pas sa place à l'intérieur du couloir climatisé d'un appartement. Je me tenais devant ma porte d'entrée. La lourde clé en laiton, celle qui était censée être mon bouclier, chaude dans ma main. J'avais placé un bloc-porte en caoutchouc sous la poignée à l'intérieur avant de partir ce matin-là. Une serrure secondaire grossière qu'aucun passe-partout ne pouvait contourner. Je pensais être intelligente. Je pensais avoir enfin scellé la tombe. J'ai déverrouillé le pêne dormant et j'ai poussé. La porte s'est bloquée contre le bloc-porte exactement comme elle aurait dû le faire. J'ai dû l'ouvrir à coups d'épaule, faisant glisser la cale en caoutchouc sur les lattes du plancher avec un crissement. J'ai ressenti une brève montée de triomphe. Le système avait fonctionné. La porte avait tenu. Puis je suis entré dans le salon et le triomphe s'est transformé en eau glacée dans mes veines. L'air était glacial. Mes papiers, ceux que j'avais organisés sur la table basse, étaient éparpillés sur le sol comme des feuilles mortes. J'ai levé les yeux. La fenêtre était ouverte. C'était la grande fenêtre donnant sur l'escalier de secours, celle que je gardais verrouillée avec un morceau de bois dans la glissière. Le morceau de bois avait disparu. La lourde vitre avait été poussée tout en haut. La moustiquaire avait été retirée et s'appuyait nonchalamment contre le mur comme une œuvre d'art indésirable. Les voilages blancs claquaient violemment dans le vent nocturne, s'agitant comme des fantômes essayant de s'échapper.
Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas crier. La violation était si absolue, si physique qu'elle m'a volé ma voix. Il n'avait pas seulement utilisé une clé cette fois. Il n'avait pas seulement charmé un gérant. Ils étaient entrés par effraction physiquement. Ils avaient escaladé les marches métalliques de l'escalier de secours, forcé une fenêtre et rampé dans ma maison comme des cambrioleurs. Je me suis dirigé vers la table à manger. Le vent n'avait pas emporté le lourd plat à gratin en céramique posé au centre. Il était encore chaud. La condensation sur le couvercle m'a dit qu'ils étaient là quelques minutes plus tôt. Peut-être qu'ils regardaient depuis la rue en ce moment même. À côté du plat se trouvait une feuille de papier ligné. L'écriture était irrégulière. Appuyé si fort sur le papier que les boucles étaient presque déchirées. Je sais que tu essaies de me provoquer. 9 mots. Pas de je t'aime maman. Pas de bon appétit. Juste une accusation directe et hostile. En verrouillant la porte, en essayant de les empêcher d'entrer, j'étais l'agresseur. J'étais celle qui commençait la dispute. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts étaient raides. J'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu immédiatement, la voix haletante, comme si elle se remettait d'un effort physique. Je lui ai demandé si elle était passée par ma fenêtre. Elle ne l'a pas nié. Elle n'a même pas hésité. Elle m'a dit qu'elle était venue déposer le dîner et qu'elle avait trouvé la porte bloquée. Elle a dit qu'elle savait que je le faisais exprès. Elle a dit qu'elle avait frappé et, quand la clé n'a pas tourné, elle a paniqué. Je lui ai demandé si elle réalisait qu'elle avait commis un acte criminel. Je lui ai demandé si elle réalisait qu'elle aurait pu tomber. Sa voix est devenue tranchante, coupant à travers les parasites de la ligne. Elle a dit que l'instinct d'une mère ne se soucie pas des fenêtres. Elle a dit qu'elle devait s'assurer que je n'étais pas morte à l'intérieur. Elle a appelé cela une mission de sauvetage. Elle a tordu le récit jusqu'à ce que son effraction devienne un acte d'héroïsme. Elle m'a dit que si je ne voulais pas qu'elle escalade les escaliers de secours, je devais arrêter de la bloquer à l'extérieur. J'ai raccroché et j'ai appelé mon père. Sûrement, l'homme qui se targuait d'être logique, l'homme qui se souciait des apparences, tracerait la ligne si sa femme escaladait un immeuble. Gordon a répondu. Je lui ai dit que Diane avait cassé la moustiquaire de ma fenêtre. Je lui ai dit qu'elle était entrée par effraction. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a soupiré, un son de déception profonde et épuisé, mais la déception était dirigée contre moi. Il m'a demandé si je voulais que ma mère ait une crise cardiaque. Il m'a demandé si je voulais qu'elle tombe et se casse la hanche parce que je jouais à des jeux avec les serrures des portes. Il m'a dit que je les forçais à prendre des mesures extrêmes. Il a dit qu'il ne faisait que ce qu'il devait faire parce que j'étais têtu. J'ai baissé le téléphone. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il n'y avait pas de ligne. Il n'y avait pas de limite qu'il ne franchirait pas. Si je construisais un mur, il creuserait un tunnel en dessous. Si je verrouillais la porte, il briserait la fenêtre. Si je déménageais sur la Lune, il construirait une fusée. Il ne se souciait pas de la loi, de ma sécurité ou de ma santé mentale. Il se souciait de gagner. Il se souciait de l'accès. Pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais un territoire qu'ils avaient conquis. Et ils défendraient leurs revendications contre toute rébellion. Je n'ai pas mangé la nourriture. Je n'ai pas fermé la fenêtre immédiatement. Je suis resté là à laisser le vent froid engourdir mon visage, fixant l'escalier de secours vide. Je ne me sentais pas en sécurité d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas l'agacement d'un parent autoritaire. C'était le comportement d'un harceleur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon lit. J'ai poussé la lourde commode en chêne devant la porte de la chambre. J'ai coincé une chaise de salle à manger sous la poignée. J'ai vérifié les verrous des fenêtres 3 fois et puis je les ai vérifiés à nouveau. J'ai dormi, si on peut appeler cela dormir, sur le sol de mon placard avec mon manteau d'hiver sur moi et mon téléphone serré dans ma main, prêt à composer le 911. Chaque grincement des lattes du plancher, chaque cliquetis du vent faisait marteler mon cœur contre mes côtes. J'avais 32 ans et je me cachais dans un placard comme une enfant effrayée, traquée par les personnes qui m'avaient donné la vie. Quand le soleil s'est enfin levé, gris et morne, j'ai su ce que je devais faire. Le plan de disparaître n'était plus seulement un plan. C'était une évacuation d'urgence.
J'ai appelé Northbridge pour dire que j'étais malade. Je me fichais du calendrier du projet. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'autre bout de la ville dans un quartier élégant, stérile et cher. Je suis allé dans un immeuble appelé le Méridien. C'était une forteresse de verre et d'acier. Il y avait un concierge présent continuellement. Il y avait un accès par badge pour les ascenseurs. Il y avait des caméras dans chaque couloir. Je suis entré dans le bureau de location. Je n'ai pas regardé les commodités. Je n'ai pas posé de questions sur la superficie ou la vue. Je me suis assise en face de l'agent de location, une femme avec une coupe au carré net et un sourire professionnel. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que j'avais besoin d'un appartement immédiatement. Je lui ai dit que j'avais un harceleur. Je n'ai pas dit que c'était mes parents. Je ne voulais pas voir ce regard de pitié ou de confusion. J'ai simplement dit que j'avais un harceleur qui s'était introduit dans mon précédent domicile. Je lui ai dit que j'étais prête à payer 6 mois de loyer d'avance en espèces si nécessaire, mais j'avais besoin d'une garantie. J'ai exigé une clause spécifique dans le bail. Je lui ai dit qu'absolument personne ne devait être autorisé à monter dans mon logement sans mon autorisation écrite et signée, aucune approbation verbale, aucun contournement d'urgence. Je lui ai dit que si quelqu'un prétendait être de ma famille, mon médecin ou la police sans mandat, il devait être refoulé à la réception. Elle m'a regardé, elle m'a vraiment regardé. Elle a vu les cernes sous mes yeux. Elle a vu la façon dont mes mains tremblaient. Elle a cessé de sourire et a hoché la tête. Elle a tapé une clause dans le contrat numérique. Elle a tourné l'écran vers moi. Le texte disait « Politique stricte de non-accès ». Le résident exige une autorisation écrite pour tous les invités. La réception doit refuser l'entrée à tous les visiteurs non sollicités, quelle que soit la relation. J'ai signé mon nom. L'encre avait l'air noire et définitive. J'ai payé la caution et le premier mois de loyer. C'était 3 000 €, une part importante de mes économies, mais j'avais l'impression d'acheter un gilet de sauvetage sur un navire en train de couler. J'ai pris les nouvelles clés. Ce n'était pas du métal. C'étaient des badges en plastique noir, cryptés et impossibles à copier dans une quincaillerie. Je suis retourné à mon ancien appartement, celui avec la moustiquaire cassée et l'odeur du parfum de ma mère persistant encore dans les rideaux. Je n'avais qu'un seul objectif maintenant. Je devais déménager tout ce que je possédais, tout ce qui comptait. Sans qu'ils le sachent. Je devais vider cet endroit et ne leur laisser rien d'autre qu'une coquille vide. Ils pensaient avoir gagné parce qu'ils étaient entrés par la fenêtre. Ils pensaient avoir prouvé qu'ils pouvaient m'atteindre n'importe où. Mais ils avaient tort. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était me montrer que je ne pouvais pas simplement partir. Je devais disparaître. J'ai regardé le mot sur la table une dernière fois. Je sais que tu essaies de me provoquer. Je l'ai froissé en boule et je l'ai jeté à la poubelle. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient une dispute. Je n'allais leur donner ni l'un ni l'autre. J'allais leur donner du silence. Le genre de silence qui est assez fort pour briser le verre. La décision de disparaître n'a pas été prise dans un moment d'hystérie. Elle a été prise avec la précision froide et dure d'un audit de chaîne d'approvisionnement. Au cours des 10 dernières années, ma vie avait été une série de réactions à leurs actions. Ils poussaient. Je tirais. Ils s'immisçaient. Je me cachais. Ils manipulaient. Je m'excusais. J'avais fini de réagir. Il était temps d'exécuter une stratégie. J'ai traité mon départ comme une opération d'extraction secrète. La plupart des gens déménagent en fanfare. Ils louent des camions jaunes vifs. Ils achètent des pizzas pour leurs amis. Ils publient des photos de boîtes en carton sur les réseaux sociaux avec des légendes sur les nouveaux départs. Je n'ai rien fait de tout cela. Le silence était mon arme principale. Je n'ai pas engagé d'entreprise de déménagement. Un camion de déménagement est un panneau d'affichage. Il attire les regards. Il signale un calendrier. Au lieu de cela, j'ai appelé les 2 seules personnes au monde qui connaissaient la vérité sur Diane et Gordon sans l'enrobage des valeurs familiales, Elena et Brooke. Elena était ma meilleure amie depuis l'université. Elle était avocate, tranchante et cynique. Brooke était une infirmière qui s'occupait des patients traumatisés. Quand je leur ai dit ce qui s'était passé, la fenêtre, les images de la caméra, Tessa, elles n'ont pas demandé si j'étais sûr. Elles ne m'ont pas dit d'en parler.
Elles ont simplement demandé à quelle heure elles devaient être là. Nous avons déménagé de nuit pendant 3 nuits consécutives entre 11h et 2h du matin. Nous avons transporté ma vie hors de l'appartement en petits morceaux. Nous n'avons pas utilisé l'ascenseur pour les gros objets. Nous avons porté les boîtes par l'escalier de service, celui qui sortait près des bennes à ordures pour éviter les caméras que ma mère, je le savais, avait charmé la direction de vérifier. Nous avons chargé la voiture d'Elena et le véhicule de Brooke avec une efficacité militaire, des livres, des vêtements, des documents, des appareils électroniques. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé le canapé pour lequel j'avais économisé. J'ai laissé le cadre de lit. J'ai laissé la table à manger où ma mère avait placé ce dernier mot accablant. Les meubles étaient lourds. Les meubles étaient une encre. J'étais prête à dormir sur un matelas posé sur le sol de ma nouvelle forteresse si cela signifiait que je pouvais partir sans laisser de traces. Je ne l'ai pas dit à ma tante ou à mes cousins. Je n'ai pas mis à jour mon profil professionnel. J'ai disparu de toutes les plateformes de réseaux sociaux. Je n'ai pas désactivé les comptes. Cela aurait éveillé des soupçons. J'ai simplement arrêté de publier. J'ai laissé mon empreinte numérique se périmer. Le pare-feu administratif fut l'étape suivante. J'ai conduit jusqu'à un bureau de poste dans un code postal différent, à 20 minutes de mon nouvel appartement, et j'ai loué une boîte postale. J'ai mis en place un service de réexpédition de courrier qui filtrerait tout par cette boîte. Si mes parents envoyaient une lettre, un traceur ou un autre cadeau, cela finirait dans une boîte métallique loin de l'endroit où je dormais. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai impitoyablement coupé chaque connexion. J'ai désactivé la fonction de localisation. J'ai désactivé le marquage de localisation sur mes photos. J'ai changé le mot de passe de mon compte téléphonique pour une chaîne aléatoire de 30 caractères que même moi j'ai dû noter pour m'en souvenir. Puis est venue la partie la plus difficile, Northbridge Logistique. Mes parents savaient où je travaillais. Ils y avaient envoyé des fleurs. Ils connaissaient la réceptionniste. J'ai programmé une réunion avec la directrice des ressources humaines. Je n'ai pas présenté cela comme une dispute familiale. J'ai présenté cela comme un problème de sécurité. Je lui ai dit que je faisais face à une situation de harcèlement grave impliquant des parents éloignés qui avaient des antécédents de contournement des protocoles de sécurité. J'ai demandé à ce que mon dossier soit signalé. J'ai demandé que si quelqu'un appelait en demandant après moi, même s'il prétendait être mon père, même s'il disait que c'était une urgence médicale, la réponse standard devait être que l'entreprise ne donne pas d'informations sur les employés. J'ai demandé à être déplacé à un bureau loin de l'entrée principale en verre. J'ai demandé à ce que mon nom soit retiré du répertoire public dans le hall. La directrice des ressources humaines m'a regardé avec inquiétude, mais elle a vu la détermination sur mon visage. Elle a accepté. Au moment où je suis sorti de son bureau, j'étais officiellement un fantôme au sein de ma propre entreprise. La dernière nuit, l'appartement était vide. J'avais engagé une équipe de nettoyage professionnel, non pas pour récupérer mon dépôt, mais pour effacer mon empreinte génétique des lieux. Je voulais que l'endroit soit stérile. Je voulais effacer l'odeur de ma propre peur. Après leur départ, j'ai fait une dernière inspection moi-même. J'ai traversé les pièces. La moquette portait encore les marques des meubles que j'avais abandonnés. Les murs étaient nus. Le placard était une bouche béante. Je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le tiroir où j'avais gardé le dessous de plat. Il était vide. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il était propre, blanc et froid. J'ai pris le flacon de parfum que ma mère avait accidentellement laissé dans ma salle de bain 3 mois plus tôt, un subtil marqueur de territoire, et je l'ai jeté dans le compacteur à déchets au bout du couloir. J'ai écouté le verre se briser. C'était un son satisfaisant. Je suis retourné à l'îlot de la cuisine. J'y ai placé les clés. Il y en avait 3. La clé originale qu'il m'avait donnée, la clé en laiton inutile pour laquelle j'avais payé le serrurier, et le passe-partout en argent que ma mère avait utilisé pour envahir ma vie. Je les ai disposés en une rangée soignée. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas écrit d'explication. Je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition. Laisser un mot implique que vous vous souciez de la réaction du lecteur. Cela implique un dialogue. J'en avais fini avec le dialogue. Je suis sorti de l'appartement. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai verrouillé la porte par la poignée intérieure et je l'ai tirée.
Le clic était définitif. J'ai marché dans le couloir, passé l'ascenseur, et descendu les escaliers. Je suis monté dans ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je m'attendais à me sentir triste. Je m'attendais à ressentir le chagrin de perdre une maison. Mais en m'éloignant, regardant le bâtiment rétrécir dans mon rétroviseur, je n'ai ressenti qu'une profonde et vertigineuse légèreté. C'était la sensation de retirer un sac à dos rempli de pierres que l'on porte depuis son enfance. J'ai conduit jusqu'au Méridien. Le bâtiment se dressait contre le ciel nocturne, une élégante tour de verre. Je me suis garé dans le garage souterrain, attendant que la lourde porte en fer se ferme complètement derrière moi avant de sortir de la voiture. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Le concierge de nuit, un homme nommé Marcus, avec de larges épaules et un visage sérieux, m'a fait un signe de tête. Je me suis approché du bureau. Je devais en être sûr. Je me suis présenté à nouveau. Je lui ai dit que je venais d'emménager dans le logement 14B. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répété les instructions que j'avais données à l'agent de location. Je lui ai dit qu'en aucun cas il ne devait accepter de colis pour moi à moins que je ne sois juste là. Je lui ai dit que si quelqu'un venait demander Mara Whittaker, sa réponse devait être qu'il n'avait aucun résident de ce nom. Je lui ai dit que si un couple ressemblant à mes parents ou une jeune femme nommée Tessa essayait de se frayer un chemin vers le haut, il devait appeler la police immédiatement. Marcus a regardé le désespoir que j'essayais de cacher et il a hoché la tête. Il m'a dit que sous sa garde, personne ne monte sans un badge. Il m'a dit d'aller dormir un peu. Je suis monté au 14e étage. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche et le silence. Il y avait des boîtes empilées dans le salon. Mon matelas était sur le sol. C'était austère. C'était vide. C'était solitaire. Et c'était magnifique. J'ai verrouillé la porte. J'ai enclenché le pen dormant. J'ai vérifié le Judas. Je me suis assise sur le matelas et j'ai appuyé mon dos contre le mur. Pour la première fois en 32 ans, j'étais détaché. Je n'avais aucune adresse qu'il connaissait. Je n'avais aucune clé qu'il possédait. Je n'avais aucun secret qu'il pouvait trouver. Je savais qu'il finirait par le découvrir. Je savais qu'au moment où ils essaieraient d'utiliser cette clé en argent et trouveraient un appartement vide, l'explosion se produirait, ils appelleraient, ils crieraient, ils menaceraient, ils joueraient les victimes auprès de quiconque voudrait les écouter. Mais ils le feraient à une ligne coupée. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il était 11h58 du soir. J'ai réglé le téléphone sur le mode silencieux. Je l'ai placé face vers le bas sur le sol. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bourdonnement du réfrigérateur. C'était le seul son au monde. Je n'attendais pas de vengeance. Je ne complotais pas leur chute. Je respirais simplement. Mon air, mes poumons, ma vie. La guerre avait commencé. Mais pour ce soir, la forteresse était sécurisée. Et pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à l'attente du prochain coup dur. Il ressemblait au début du reste de ma vie. Les 48 premières heures de ma disparition ont été caractérisées par un silence si profond qu'il semblait qu'un poids physique avait été soulevé de ma poitrine. J'ai passé ces 2 jours dans mon nouvel appartement au Méridien, à déballer des cartons et à ranger mes vêtements dans un placard que personne d'autre n'avait le droit d'ouvrir. J'ai gardé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'écran vers le bas, silencieux mais vibrant. Je l'ai traité comme un compteur Geiger, mesurant les niveaux de radiation des retombées que je savais imminentes. Pendant les 2 premiers jours, les radiations étaient étonnamment faibles. Mes parents, dans leur infinie illusion, n'avaient pas encore réalisé que la guerre était terminée parce que l'adversaire avait quitté le champ de bataille. Le premier jour, j'ai reçu un message de ma mère à 6 heures du soir. Le texte disait « J'espère que tu as apprécié le gratin. Je veux récupérer mon plat quand tu auras terminé. » C'était un chef-d'œuvre de déni. Elle était passée par ma fenêtre, avait cassé ma moustiquaire et violé ma maison. Pourtant, elle m'envoyait un message à propos d'ustensiles de cuisine en céramique. Elle réinitialisait le tableau, prétendant que le crime de la nuit précédente n'était qu'un petit incident domestique. Le deuxième jour, mon père a envoyé un message, « Ta mère est toujours contrariée par la fenêtre. Tu devrais t'excuser auprès d'elle. Nous sommes une famille. Mara, arrête d'être difficile. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti le besoin habituel de me défendre.
J'ai simplement archivé le message et je suis retourné à l'organisation de mon étagère à épices. Je commençais à comprendre que leur pouvoir n'existait que dans ma réaction à celui-ci. Sans mon implication, il n'était que deux personnes criant dans le vide. Le changement s'est produit le 3e jour. J'étais au travail, assise à mon nouveau bureau dans le coin du fond, protégé par un mur de classeurs. Mon téléphone a vibré contre la surface stratifiée. C'était ma mère. Mara, réponds. Je viens chercher le plat. Mon pouce est accéléré, juste une fraction. C'était ça, le moment de l'impact. Elle allait à l'ancien appartement. Elle allait utiliser le passe-partout en argent qui, croyait-elle encore, lui donnait la propriété de ma vie. Elle allait monter les escaliers, déverrouiller la porte et s'attendre à me trouver recroquevillé dans un salon en désordre. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre message. Où est ta voiture? Puis un autre 3 minutes après ça. Mara, réponds-moi. Le ton avait tourné. Ce n'était plus la culpabilité passive et agressive d'un parent. C'était la demande aiguë et paniquée d'un gardien qui réalise que la cellule est vide. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir de mon bureau et je me suis concentré sur mes feuilles de calcul. Je les ai laissées mariner dans cette panique. Je les ai laissées se tenir dans le couloir de mon ancien immeuble, confus et impuissant. Pendant 32 ans, il m'avait fait sentir que c'était moi qui perdais la tête. Il n'était que juste qu'il goûte enfin à la même médecine. Au 4e jour, le silence de mon côté avait provoqué une explosion nucléaire du leur. Mon téléphone, que j'avais ignoré toute la matinée, était brûlant au toucher quand je l'ai enfin vérifié à l'heure du dîner. Il y avait 73 appels manqués. 40 de Diane, 20 de Gordon, 13 de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des voisins ou des parents éloignés qu'ils avaient recrutés dans leur hystérie. Je me suis assise dans ma voiture sur le stationnement et je me suis préparé. J'ai appuyé sur lecture pour le premier message vocal. La voix de ma mère a rempli le petit habitacle de la voiture. Elle ne pleurait pas. Elle hurlait. C'était un son primal et terrifié qui aurait pu susciter de la sympathie si je n'en connaissais pas le contexte. Mara, où es-tu? L'appartement est vide. Il n'y a rien ici. Le lit a disparu. Oh mon Dieu. Gordon, elle a été kidnappée. Quelqu'un l'a emmenée. Mara, si tu entends ça, dis-nous où tu es. Je l'ai supprimé. J'ai joué le suivant. C'était 5 minutes plus tard. J'ai appelé la police. Mara, je leur ai dit que tu avais disparu. Ils viennent à l'appartement. Tu dois venir ici tout de suite. J'ai senti un sourire narquois et froid effleurer mes lèvres. Elle avait appelé la police. Elle avait appelé les autorités pour signaler la disparition d'une personne dans un appartement que j'avais légalement quitté. Je ne pouvais qu'imaginer la conversation lorsque les agents arriveraient et ne trouveraient aucun signe de lutte, pas de sang, juste un logement propre et vacant et une propriétaire qui avait déménagé. Ma mère était sur le point d'apprendre que déménager n'est pas un crime, mais que déposer un faux rapport de police pourrait l'être. Puis vint la voix de la raison, ou plutôt, la voix de la menace contrôlée. Gordon. Son message vocal était court. Sa voix était basse, tremblant d'une rage contenue qui était bien plus effrayante que les hurlements de ma mère. Mara, je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues, mais ça se termine maintenant. Ta mère est malade d'inquiétude. Nous sommes au poste de police. Si tu ne nous rappelles pas dans la prochaine heure, je vais en faire une très grosse affaire. J'appellerai ton patron. J'appellerai tes amis. Tu ne peux pas simplement t'éloigner de nous. Appelle-moi. Je l'ai supprimé. Je n'ai pas appelé son patron. Je n'ai pas appelé ses amis. Je n'ai pas menacé. J'ai simplement existé. J'ai réalisé qu'ils n'avaient pas peur pour moi. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils avaient peur du vide que j'avais laissé derrière moi. Sans moi à contrôler, sans moi à réparer, sans moi pour concentrer leur énergie névrotique, ils étaient obligés de se regarder. Ils étaient obligés de s'asseoir dans le silence de leur propre maison et de réaliser qu'il n'y avait plus que d'eux. J'ai décidé de prolonger le silence. Je ne répondrai pas pendant 48 heures de plus. Je voulais que la réalité s'installe. Je voulais qu'ils comprennent que leurs menaces étaient des chèques en blanc que je n'encaissais plus. Cette nuit-là, je suis retourné au Méridien. Je me suis garé dans le garage souterrain,
J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage et j'ai marché dans le couloir silencieux et recouvert de tapis. Je suis entré dans mon appartement et j'ai verrouillé la porte. J'ai enclenché le pen dormant. J'ai vérifié le Judas. Rien d'autre que le couloir vide. J'ai pris une douche. Je suis resté sous l'eau chaude pendant 20 minutes, effaçant la sensation fantôme de leur voix de ma peau. Quand je suis sorti, j'ai mis mon pyjama et je me suis assise sur mon matelas. Le vent hurlait à l'extérieur, battant contre la vitre, mais la fenêtre ne vibrait pas. C'était une vitre à double vitrage à l'épreuve des tempêtes qui ne s'ouvrait pas. Il n'y avait pas d'escalier de secours. Il n'y avait pas de rebord. Pour la première fois depuis des mois, j'ai éteint les lumières et j'ai posé ma tête sur l'oreiller sans coincer de chaise sous la poignée de la porte. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas écouté les bruits de pas. Je n'ai pas écouté le tour d'une serrure. J'ai dormi. Ce fut un sommeil profond et sans rêve, le genre de sommeil qui appartient généralement aux enfants ou aux innocents. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant rechargée, vive et vivante. Je suis descendu dans le hall pour prendre un café à la machine près du bureau du concierge. Marcus était là, l'air frais dans son uniforme. Il m'a souri. Il m'a dit que la nuit avait été calme. Il a dit que personne n'avait demandé après moi. J'ai ressenti une vague de soulagement. Le système fonctionnait. La forteresse tenait. Mais ensuite il a cherché sous le comptoir. Il m'a dit que le facteur venait de déposer la livraison du matin pour les résidents. Et qu'il y avait quelque chose pour moi. Mon estomac s'est noué. Je n'avais donné cette adresse à personne. Je n'avais pas mis à jour ma banque, mes cartes de crédit ou même mon compte d'achat en ligne. Tout allait à la boîte postale. Marcus m'a tendu une enveloppe blanche de format régulier. Elle était simple. Il n'y avait pas de timbre. Elle n'était pas passée par le système postal. Elle avait été livrée en main propre ou déposée dans le bac de tri interne de l'immeuble. J'ai regardé le recto de l'enveloppe. Il y avait mon nom dessus. Mara Whittaker. Mais il n'y avait pas d'adresse de retour. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Juste mon nom tapé sur une étiquette centrée parfaitement sur le papier blanc. Je l'ai prise à Marcus. Mes mains étaient soudainement froides. Je lui ai demandé qui avait déposé ça. Il a froncé les sourcils. Il a vérifié son registre. Il a dit qu'il n'avait vu personne en particulier. C'était juste dans la pile de courrier que le livreur avait apporté pour l'immeuble. Ou peut-être que ça avait été glissé dans la boîte de dépôt à l'extérieur avant le début de son service. Il n'était pas sûr. Je suis retourné vers l'ascenseur, l'enveloppe brûlant un trou dans ma main. Le silence dont j'avais profité ces 4 derniers jours semblait soudain fragile. Les murs du méridien, qui semblaient être des boucliers de granit quelques instants plus tôt, ressemblaient maintenant à du verre. Quelqu'un savait où j'étais. Quelqu'un savait exactement dans quel immeuble j'avais couru me réfugier. Et ils n'étaient pas entrés en hurlant. Ils avaient doucement, poliment, glissé un morceau de papier dans ma main. Je suis monté dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 14e étage. Alors que les portes se fermaient, me piégeant dans la boîte en acier, j'ai déchiré l'enveloppe. J'avais besoin de savoir qui m'avait trouvé. J'avais besoin de savoir si le jeu était terminé avant même que j'aie fini de mettre en place le plateau. Je me suis assise sur le bord de mon matelas, le dos appuyé contre le mur blanc de ma nouvelle chambre, et j'ai fixé la feuille de papier que j'avais tirée de l'enveloppe. Le papier était du papier d'imprimante standard, net et blanc, mais il semblait lourd dans ma main, comme s'il portait le poids d'une assignation à comparaître. C'était la photocopie d'une chaîne de correspondance électronique. L'en-tête indiquait la date, il y a 4 jours. Le destinataire était la boîte de réception générale du bureau de gestion immobilière de mon ancien immeuble. L'objet disait « Demande d'accès urgente ». Inquiétude pour la sécurité de la locataire. Unité 404. Mes yeux sont descendus vers l'expéditeur. Je m'attendais à voir le nom de ma mère. Je m'attendais à voir Diane Whittaker, peut-être avec un appel frénétique et émotionnel au sujet de sa fille disparue. Mais le nom dans le champ de l'expéditeur n'était pas Diane. C'était Tessa. J'ai senti un frisson de choc glacé parcourir l'arrière de ma nuque. Tessa. Ma cousine qui publiait des photos de café et des citations inspirantes. Ma cousine qui prétendait m'avoir simplement accompagné parce qu'elle avait besoin d'utiliser les toilettes.
J'ai lu le corps du courriel. Il n'était pas écrit avec la voix hystérique d'une mère inquiète. Il était écrit dans le langage tranchant et administratif de la conformité des entreprises. Je vous écris au nom de ma tante, Madame Diane Whittaker, concernant le bien-être de sa fille, Mara Whittaker, dans le logement 404. Nous avons des raisons de croire que Mara traverse actuellement un épisode grave de santé mentale et pourrait être un danger pour elle-même. Elle a cessé toute communication et nous avons reçu des rapports inquiétants concernant l'état de son appartement. Veuillez délivrer immédiatement une clé de vérification de bien-être à Madame Whittaker afin que nous puissions stabiliser la situation avant d'impliquer les forces de l'ordre. Nous essayons de gérer cela en privé pour éviter de perturber vos autres locataires sur la place publique. Cordialement, Tessa Miller. J'ai baissé le papier. La pièce a semblé s'incliner légèrement. Elles n'avaient pas seulement menti pour entrer. Elles avaient assassiné ma réputation pour le faire. Tessa avait utilisé les mots épisode de santé mentale et danger pour elle-même. Elle avait délibérément utilisé des phrases qui terrifieraient un propriétaire au point de contourner le protocole pour éviter un procès. Elle m'avait dépeinte non pas comme une victime de harcèlement, mais comme une responsabilité. Et la partie la plus effrayante était la ligne sur l'évitement d'une perturbation publique. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour rendre un propriétaire coopératif. J'ai regardé en bas de la page. Il y avait une note manuscrite à l'encre bleue griffonnée dans la marge. Je pensais que vous deviez voir comment ils nous ont joué. Bonne chance, Gary. Donc Gary, le gérant, avait envoyé ça. Il devait avoir été effrayé par le rapport de police ou par mes menaces d'action en justice et avait décidé de couvrir ses propres arrières en me montrant qu'il avait été manipulé. Mais le fait que Gary l'ait envoyé était moins important que la façon dont c'était arrivé. Si Gary l'avait envoyé, il devait l'avoir envoyé à ma boîte postale et le service de réexpédition l'avait apporté ici. Ou non, Gary ne savait pas que j'avais déménagé au Méridien. J'ai retourné l'enveloppe. Il n'y avait pas de cachet de la poste. Mon estomac s'est noué. Gary n'avait pas envoyé ça par la poste. Quelqu'un l'avait déposé. Si Gary savait où j'étais, cela signifiait que mes parents savaient où j'étais. Ou peut-être que Tessa le savait. Je suis descendu précipitamment de mon matelas et j'ai attrapé mon ordinateur portable. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de voir le moment où le mensonge avait été construit. J'ai ouvert les archives externes des images de caméra de l'ancien appartement. Les images que j'avais sauvegardées avant de tout démonter. J'ai fait défiler en arrière jusqu'à l'effraction, celle où Tessa et ma mère étaient entrées. J'ai regardé Tessa à nouveau. Je l'ai regardé entrer. Je l'ai regardé regarder mes médicaments. Mais ensuite, j'ai reculé encore plus loin jusqu'aux quelques secondes de séquence capturée lorsque la porte s'est ouverte pour la première fois, avant qu'elle n'entre complètement. Lorsqu'elle se tenait dans le couloir, l'angle de la caméra était large. À travers la porte ouverte, je pouvais voir un bout du couloir. J'ai vu Tessa se tenir là pendant que ma mère tâtonnait avec la serrure. Tessa tenait son téléphone levé. Elle ne vérifiait pas ses messages. Elle prenait une photo du plan d'évacuation incendie à l'arrière de ma porte, celui qui indique le numéro d'urgence de la direction de l'immeuble. Je suis passé aux images de la veille de l'effraction. J'avais une séquence de moi en train d'entrer et, en arrière-plan au bout du couloir, j'ai vu une silhouette. À l'époque, j'avais pensé que c'était un voisin. J'ai zoomé. L'image était granuleuse, mais la silhouette portait un imperméable beige. Le même manteau que Tessa portait dans la vidéo de l'effraction. Elle avait fait du repérage. Elle avait été dans l'immeuble avant même que la clé ne soit délivrée. Elle était venue chercher le nom du gérant pour comprendre la disposition afin de formuler le plan qu'elle exécuterait ensuite par courriel. Diane était le motif, mais Tessa était la mécanicienne. Ma mère fournissait le chaos émotionnel. Tessa fournissait la structure logistique pour rendre ce chaos efficace. J'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais d'une rage si brûlante qu'elle ressemblait à de la fièvre. J'ai composé le numéro de Tessa. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Salut, Mara. Je me doutais que tu appellerais. Sa voix était calme, suffisante. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui s'était fait prendre. Elle avait l'air de quelqu'un qui attendait des excuses. Je lui ai demandé si elle aimait écrire des fictions. Je l'ai interrogée sur le courriel. Je lui ai cité la ligne sur l'épisode de santé mentale.
Il y a eu un silence sur la ligne, mais ce n'était pas le silence de la honte. C'était le silence de quelqu'un qui lève les yeux au ciel. Tu es tellement égoïste, Mara, a-t-elle dit. Son ton était conversationnel, comme si elle me disait que j'avais des épinards entre les dents. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à tante Diane? Elle est dans un état pitoyable. Elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas manger. Et tout ce qui t'importe, c'est ta stupide vie privée. J'ai serré le téléphone plus fort. Je lui ai dit que la vie privée est un droit, pas un privilège. Je lui ai dit qu'elle avait commis une diffamation en disant à mon propriétaire que j'étais mentalement instable. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Tessa a dit, regarde-toi. Tu te caches dans un nouvel immeuble. Oui, nous savons que c'est le Méridien, au fait. Tu coupes complètement les ponts avec les gens qui t'aiment. Tu agis de manière paranoïaque. Tu as un comportement erratique. Nous avons dû dire ça pour avoir la clé parce que c'est la vérité. Tu ne vas pas bien. La manipulation psychologique était à couper le souffle. Elles avaient créé une situation qui m'obligeait à agir de manière paranoïaque et utiliser ensuite ma réaction comme preuve de ma folie. C'était une boucle fermée parfaite. Comment m'as-tu trouvé? Ai-je demandé. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle répondu. Nous sommes une famille. Nous te trouverons toujours. Tante Diane veut juste s'assurer que tu es en sécurité. Arrête de te comporter comme une enfant et appelle-la. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant un long moment à écouter le silence de mon appartement cher et fortifié. Il savait où j'étais. Le Méridien était sécurisé. Oui, le concierge les arrêterait. Oui, mais il le savait. Il pouvait se tenir sur le trottoir. Il pouvait envoyer des lettres. Il pouvait appeler la police et leur montrer ce courriel, affirmant que j'étais un danger pour moi-même à l'intérieur même de cet immeuble. La stratégie de disparition avait échoué parce que j'avais sous-estimé leur réseau. Je pensais me battre contre deux parents envahissants. Je n'avais pas réalisé que je me battais contre une campagne coordonnée. Si je restais caché, leur récit l'emporterait. Ils diraient à la police, à mon travail et à mes amis que je faisais une dépression. Quelqu'un finirait par les croire. Un juge pourrait même finir par leur accorder la tutelle s'il peignait un tableau assez sombre. Je devais arrêter de jouer en défense. Je devais passer à l'offensive. J'ai regardé à nouveau le courriel. Épisode grave de santé mentale. Je devais briser ce récit et je devais le faire d'une manière qui les humilierait si profondément qu'ils n'oseraient plus jamais l'utiliser. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché instantanément. Mara. Oh, Dieu merci. Où es-tu? Nous sommes tellement inquiets. Je l'ai coupé. Ma voix était de glace. J'en ai fini de me cacher, ai-je dit. Tu veux me voir? Très bien, on se rencontre. Oh, ma chérie, oui, a-t-elle pleuré? Dis-nous juste le numéro de l'appartement. Nous arrivons tout de suite. Non, ai-je répondu. Nous nous rencontrons en public demain matin à 10 heures. Le café à l'angle de la 3e rue et de la rue principale, celui avec les murs en verre. Pourquoi un café? A-t-elle demandé, la voix hésitante. Ne pouvons-nous pas simplement venir chez toi? Nous t'avons apporté des choses. Si tu veux me voir, tu seras à ce café, ai-je dit. Et écoute-moi bien. Tu viens seul. Toi et papa. Pas de Tessa, pas de cousin. Et si je vois une seule voiture me suivre après, ou si vous me demandez mon adresse ne serait-ce qu'une fois, je pars et vous n'entendrez plus jamais ma voix. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, nous serons là. Nous voulons juste te voir. Elle a accepté trop vite. Elle avait l'air soulagée, presque triomphante. Elle pensait m'avoir eu à l'usure. Elle pensait que la campagne de pression avait fonctionné et que je revenais à la maison pour m'excuser. 10 heures, ai-je dit. Ne soyez pas en retard. J'ai raccroché. J'ai passé le reste de la nuit à me préparer. Je n'ai pas dormi. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une déposition. J'ai connecté mon ordinateur portable à une imprimante portable que j'avais achetée pour le travail. J'ai imprimé le courriel de Tessa. J'en ai imprimé 3 copies.
J'ai pris les fichiers vidéo du réseau, le clip de leur entrée, le clip de Tessa photographiant l'armoire à pharmacie, le clip de l'effraction par la fenêtre, et je les ai téléchargés sur une tablette. Je me suis assuré que les fichiers étaient disponibles sans connexion. Je voulais qu'ils le voient sur un écran plus grand qu'un téléphone. Je voulais qu'ils voient la réalité en haute définition de leur crime. Je suis allé dans mon placard et j'ai choisi mes vêtements pour le matin. Je n'ai pas choisi de pantalon de sport ni de chandail confortable. J'ai choisi mon meilleur tailleur, le veston gris anthracite que je portais pour les réunions du conseil d'administration, la chemise blanche impeccable, les talons qui me faisaient paraître plus grande. Je n'allais pas entrer dans ce café en tant que leur fille. Je n'allais pas être Mara, la petite fille qui avait besoin que sa maman nettoie sa chambre. J'allais entrer en tant que Mara Whittaker, chef de projet, une femme qui gérait des chaînes logistiques d'1 million de dollars et licenciait des fournisseurs incompétents sans ciller. J'ai regardé l'enveloppe une dernière fois avant de la glisser dans ma mallette. Épisode grave de santé mentale. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient clairs. Ma mâchoire était serrée. Il voulait jouer au docteur. Très bien. J'étais sur le point de pratiquer une intervention chirurgicale. J'allais couper le cancer de ma vie. Et j'allais le faire juste devant tout le monde autour d'un café aux épices. Je suis arrivé au café à 9h45 du matin. J'ai choisi une table spécifiquement pour son avantage tactique. Elle était juste à côté de la baie vitrée allant du sol au plafond, baignée par la lumière impitoyable du soleil matinal. Il n'y avait pas de coin sombre ici. Il n'y avait pas d'ombre où un mensonge pouvait se cacher. Je voulais que le monde nous voie. Je voulais des témoins. Si mes parents décidaient de crier ou de pleurer ou d'agripper mon bras, je voulais que la personne préparant les cafés et l'étudiant à l'université qui étudiait la biologie voient exactement qui étaient les agresseurs. J'ai posé ma tablette face vers le bas sur la table. À côté d'elle, j'ai placé le dossier en papier contenant le courriel imprimé. J'ai acheté un café noir que je n'avais aucune intention de boire. Je me suis assise avec le dos droit, mes mains croisées sur la table, respirant l'odeur des grains torréfiés et des comptoirs désinfectés. Je me sentais comme une avocate attendant que la partie adverse arrive pour une audience de conciliation. Ils sont entrés à 10h pile. Ma mère, Diane, avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Elle portait un gilet gris qui semblait trop grand pour elle, un choix calculé pour accentuer sa fragilité. Ses yeux étaient soulignés de rouge, probablement à cause du manque de sommeil, mais sous l'épuisement, il y avait une acuité. C'était le regard d'une femme qui avait perdu sa prise sur la laisse et qui cherchait le collier. Mon père, Gordon, marchait un demi-pas derrière elle. Il portait son expression raide et protectrice, le visage d'un homme qui croyait être sur le point de discipliner un enfant rebelle. Ils m'ont vu. Ils se sont approchés de la table. Diane n'a pas dit bonjour. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle a tiré la chaise en face de moi, s'est assise avec un lourd soupir, et m'a regardé avec des yeux pleins de tragédies fabriquées. Elle a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 4 jours. Elle a dit qu'elle était physiquement malade parce qu'elle était tellement inquiète pour moi. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table pour toucher la mienne. J'ai retiré ma main. Je ne l'ai pas fait agressivement. Je l'ai simplement déplacée hors de sa portée, la posant sur mes genoux. Je ne me suis pas excusé. Je ne lui ai pas demandé comment elle se sentait. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé pourquoi elle était entrée chez moi. Diane a cligné des yeux. Le rejet de son contact physique l'avait fait sortir de son scénario. Elle a regardé Gordon, puis elle m'a regardé. Elle a recommencé le cycle. Elle a dit qu'elle était ma mère. Elle a dit que lorsqu'une mère sent que quelque chose ne va pas, elle doit agir. Elle a essayé de noyer la question dans une mer de sentiments. Je l'ai coupée. Je lui ai demandé à nouveau, « Pourquoi es-tu entré chez moi quand je n'y étais pas ?» Gordon s'est penché en avant. Il a posé ses coudes sur la table, envahissant mon espace. Sa voix était basse, autoritaire, la voix qui me figeait quand j'avais 16 ans. Il a dit qu'ils en avaient le droit. Il a dit que nous étions une famille, pas des étrangers, et que mon obsession pour les limites détruisait ma mère. Il a dit que j'agissais comme une adolescente capricieuse verrouillant la porte de sa chambre. Ce fut le moment où il avait prononcé les mots « Nous en avons le droit ». Il avait revendiqué la propriété. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix.
J'ai simplement attrapé ma tablette. Je l'ai retournée, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai appuyé sur lecture. J'ai tourné l'écran vers eux. La vidéo était claire. Elle montrait mon salon. Elle montrait l'horodatage dans le coin. Elle montrait la porte d'entrée s'ouvrant. J'ai observé leur visage. Diane a pâli. Ce ne fut pas un changement graduel. La couleur s'est drainée de son visage comme si on avait retiré un bouchon. Elle se regardait entrer dans mon appartement. Elle se regardait déverrouiller la porte pour Tessa. Elle regardait la réalité banale et terrifiante de sa propre intrusion rejouée devant elle en haute définition. Sur l'écran, Tessa riait. Elle marchait vers la salle de bain. Ma mère a ouvert un placard. Gordon fixait l'écran. Il ne clignait pas des yeux. Le muscle de sa mâchoire a tressailli. Une fois, 2 fois. Il voyait la vérité dépouillée de leur récit bienveillant. Il voyait 2 femmes s'introduire par effraction dans une résidence privée. J'ai mis la vidéo en pause juste au moment où Tessa levait mon flacon de médicaments. Je leur ai demandé qui c'était. Les lèvres de Diane ont tremblé. Elle a essayé de détourner le regard de l'écran, mais elle ne le pouvait pas. Elle a balbutié. Elle a dit que c'était juste Tessa. Elle a dit que Tessa était juste là pour aider à porter des choses s'ils avaient besoin de nettoyer. J'ai mis la main dans le dossier. J'ai sorti la feuille de papier, le courriel avec pour objet demande d'accès urgente. Je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'il repose directement devant mon père. J'ai pointé la signature en bas, Tessa Miller. J'ai pointé le paragraphe affirmant que j'avais un épisode grave de santé mentale. Je leur ai demandé qui lui avait appris à faire ça. Le silence à la table était assourdissant. Le bruit du café, le broyage des grains, le bavardage des clients semblaient s'estomper. Il n'y avait plus que nous, piégés dans la gravité des preuves. J'ai demandé à Diane si elle avait dit à Tessa d'écrire que j'étais instable. J'ai demandé s'il l'avait instruite sur les mots à utiliser pour effrayer le gérant de la propriété. Diane a levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais la tristesse avait disparu. Elle avait été remplacée par une colère défensive de personne acculée. Elle a repoussé le papier. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que je donnais une mauvaise image de la famille en mêlant Tessa à cela. Elle a dit que Tessa m'admirait et que maintenant j'essayais de lui attirer des ennuis. Elle recommençait. Elle me blâmait pour leurs actions. Elle retournait le couteau dans la plaie. Puis elle a joué sa dernière carte. Elle a pris une inspiration, a redressé son gilet et m'a regardé avec une détermination terrifiante. Elle a dit que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais simplement été ouverte avec eux. Elle a dit que si je voulais qu'ils arrêtent de s'inquiéter, si je voulais prouver que j'étais saine d'esprit, je devais mettre fin à ce jeu tout de suite. Elle a exigé ma nouvelle adresse. Elle a dit qu'une fois que je leur aurais donné l'adresse et une clé juste pour les urgences, ils se calmeraient. Elle a dit que nous pourrions redevenir une famille normale. Je l'ai regardée. J'ai regardé la femme qui avait escaladé un escalier de secours pour m'atteindre. J'ai regardé le père qui avait menacé d'appeler mon patron. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas de relation. Il voulait une otage. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. J'ai projeté ma voix juste assez pour que les personnes aux tables à côté de nous puissent entendre. J'ai dit non. Le mot est resté suspendu dans l'air. Il était tranchant. Il était absolu. Diane a halté. Elle a regardé autour du commerce, vérifiant si quelqu'un regardait. Elle a chuchoté pour que je m'asseye. Elle a dit que je faisais une scène. Je ne me suis pas assise. J'ai regardé Gordon. Je lui ai dit que je ne leur donnerais plus jamais de clé. Je lui ai dit que mon adresse ne les regardait pas. Je lui ai dit que s'ils engageaient un jour un détective privé ou si Tessa envoyait un autre courriel frauduleux, je demanderais une ordonnance restrictive et je poursuivrais Tessa pour diffamation. Gordon a levé les yeux vers moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la déception. C'était de la reconnaissance. Il a regardé la tablette affichant toujours l'image figée de sa femme et de sa nièce violant ma maison. Il a regardé le courriel posé sur la table. Il m'a regardé, debout dans mon tailleur, inébranlable et froide. Il a réalisé que sa logique était épuisée.
Il a réalisé que la carte Nous sommes une famille avait été jouée trop de fois et que l'argument s'était effondré. Il regardait la vérité en face et pour la première fois, il ne pouvait pas la contourner par des paroles. Il n'a pas parlé. Il s'est contenté de fixer ses mains, fermement croisées sur la table. Diane s'est mise à pleurer. C'était un sanglot bruyant. Elle a mis son visage dans ses mains. Elle a gémi qu'elle avait perdu sa fille. Elle a essayé d'utiliser son chagrin comme arme une dernière fois, espérant que je craquerais, espérant que je me précipiterais pour la réconforter et que je révélerais l'emplacement de ma forteresse. Je l'ai regardée pleurer. J'ai ressenti un pincement fantôme de culpabilité, un fantôme de l'ancienne Mara. Mais je l'ai écrasée instantanément. Je savais que si je la réconfortais maintenant, je réconforterais le comportement même qui me détruisait. J'ai pris ma tablette. J'ai laissé la copie du courriel sur la table. Je leur ai dit que cette réunion était terminée. Je leur ai dit que s'ils voulaient me revoir, ils attendraient que j'appelle. Et je leur ai dit que s'ils essayaient de me suivre, je conduirais directement au poste de police. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché vers la porte en verre. Je pouvais entendre ma mère sangloter derrière moi, mais je n'ai pas ralenti. Je suis sorti dans la lumière du soleil vive et aveuglante de la rue. Je n'ai pas cherché ma voiture immédiatement. J'ai marché un pâté de maisons plus loin dans la rue, j'ai tourné au coin, puis je me suis arrêté pour respirer. Mes mains tremblaient maintenant. L'adrénaline retombait. Mais alors que je me tenais là à regarder la circulation passer, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais dit non. Je leur avais montré la preuve et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Le monde n'avait pas pris fin. J'étais toujours debout. J'ai vérifié ma montre. Il était 10h15. La réunion avait duré 15 minutes. Ce furent les 15 minutes les plus courtes et les plus importantes de ma vie. J'avais licencié mes parents de leur poste de gestionnaire de mon existence. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et j'ai verrouillé les portes. J'ai vérifié le rétroviseur. Personne ne me suivait. La rue était vide d'imperméable beige. J'ai démarré le moteur. Je retournais au Méridien. Je retournais dans une maison où personne ne pouvait entrer. Et pour la première fois, je ne me contentais pas de me cacher. Je vivais. Je me suis arrêté avec ma main sur la poignée en métal froid de la porte du café. L'adrénaline qui m'avait propulsé hors de la chaise coulait toujours dans mes veines. Mais une pensée m'a stoppé net. Si je sortais maintenant, je laissais un vide. Je laissais place à l'interprétation. Je connaissais mes parents. Si je les laissais avec le silence, ils le rempliraient avec leur propre bruit. Ils se convaincraient que je faisais juste une crise de colère, que j'allais me calmer, et qu'ils pourraient se présenter à mon bureau le lundi avec une boîte de pâtisserie et de fausses excuses. Je ne pouvais pas me permettre de laisser des zones d'ombre. Je me suis retourné. Diane sanglotait toujours dans ses mains. Gordon fixait la tablette, le visage tiraillé par un conflit intérieur. Je suis retourné à la table. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenu au-dessus d'eux, projetant une ombre sur les papiers éparpillés et le café froid. Je leur ai dit que je n'avais pas terminé. Je leur ai dit que l'époque des limites ambiguës et de la culpabilisation était révolue. Je leur ai dit qu'à partir de cette seconde, nous opérions sous un nouvel ensemble de lois et j'étais la seule juge. J'ai défini les conditions. J'ai parlé lentement, en articulant chaque syllabe. Je leur ai dit que nous entrions dans une période de probation. Pour les 6 prochains mois, ils n'étaient pas autorisés à m'appeler. Ils n'étaient pas autorisés à m'envoyer de messages. S'ils voulaient me voir, ils m'enverraient une demande par courriel. Si j'acceptais, et c'était une grande condition, nous nous rencontrerions dans un lieu public pendant exactement 1 heure, sans aucun autre membre de la famille présent. Diane a levé les yeux, le visage strié de maquillage. Elle a commencé à protester. Elle a dit que la famille ne met pas la famille en probation. Je l'ai coupée. Je lui ai dit qu'elle avait perdu le droit de s'appeler famille lorsqu'elle était entrée par effraction chez moi. Je lui ai dit qu'elle était actuellement une menace pour ma sécurité que je gérais. Je leur ai dit explicitement, pas de clé, pas de visites imprévues, pas de demande pour mon adresse. Si je voyais un jour leur voiture dans ma rue, l'approbation deviendrait un éloignement permanent. Diane a poussé un nouveau gémissement. Elle a regardé Gordon, le suppliant d'intervenir, d'être le mari qui réparait les choses.
Elle a dit qu'elle ne faisait cela que par amour. Je me suis penché vers elle. Je lui ai dit que le harcèlement n'est pas de l'amour. Je lui ai dit que briser une fenêtre n'est pas de l'affection. Je lui ai dit que ce qu'elle appelait être une mère était en réalité une campagne tactique pour démanteler mon indépendance et que j'en avais fini d'être le territoire qu'elle conquérait. Ce fut Gordon qui parla ensuite. Il s'est raclé la gorge. Il a regardé sa femme et pour la première fois, le front uni s'est effondré. Il l'a admis. Il a dit qu'il était au courant pour la fenêtre. Il a dit que la nuit où elle avait escaladé l'escalier de secours, elle l'avait appelé depuis la voiture, terrifiée d'avoir été vue. Il a dit qu'il lui avait dit de rentrer à la maison, mais quand elle a refusé, il n'a rien fait. Il a dit qu'il avait gardé le silence parce qu'il était plus facile de la laisser envahir ma vie que de gérer son anxiété à la maison. Diane l'a fixé. Sa bouche s'est ouverte. Elle avait l'air d'avoir été giflée. Le mythe de leur inquiétude partagée, l'histoire selon laquelle ils étaient ensemble là-dedans, s'était évaporé. Il l'avait jeté sous l'autobus pour sauver sa propre conscience. Il avait sacrifié ma sécurité pour garder sa propre paix. Je l'ai regardé avec pitié. Je lui ai dit que son silence était tout aussi violent que les actions de ma mère. Puis j'ai porté le coup de grâce. J'ai pris la copie du courriel sur la table, celui que Tessa avait écrit. Je leur ai dit que ce morceau de papier n'était pas juste un accessoire. Je leur ai dit qu'hier après-midi, j'avais déposé une plainte officielle auprès du siège de mon ancienne société de gestion immobilière. J'ai joint la vidéo de l'entrée. J'ai joint le courriel. Je leur ai dit que le directeur régional était horrifié. Je leur ai dit que Gary, le gérant qui leur avait donné la clé parce qu'il voulait être serviable, faisait actuellement l'objet d'une enquête interne. Je leur ai dit qu'il perdrait probablement son emploi pour avoir violé les lois sur la sécurité des locataires. Diane a pâli. Elle a agrippé le bord de la table. Elle a murmuré qu'elle ne voulait pas que quiconque soit renvoyé. Elle a dit qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit que ses intentions n'avaient pas d'importance. Je lui ai dit que les actions ont des conséquences dans le monde réel. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas pleurer pour se sortir d'une poursuite judiciaire d'entreprise. Ensuite, j'ai évoqué Northbridge Logistique. Je leur ai dit que j'avais signalé mon dossier personnel. Je leur ai dit que s'ils appelaient mon bureau, les réceptionnistes avaient reçu pour instruction d'enregistrer l'heure et la nature de l'appel et de le signaler directement à la sécurité. Je leur ai dit que s'ils essayaient de se présenter à mon lieu de travail, ils seraient escortés hors des locaux par des gardes en uniforme. J'ai vu la réalité s'installer. Ils réalisaient que j'avais construit un mur qu'ils ne pouvaient pas escalader. Il n'y avait plus de points faibles. Il n'y avait plus de failles. Enfin, j'ai tourné mon attention vers la tierce partie invisible. J'ai pointé la signature sur le courriel à nouveau, Tessa Miller. Je leur ai dit de transmettre un message à leur nièce. Je leur ai dit que si Tessa s'approchait encore de moi, si elle envoyait un autre courriel à mon sujet, ou si elle essayait de repérer mon immeuble, je prendrais la vidéo d'elle volant mes médicaments, et je l'enverrais à chaque membre de notre famille élargie. Je l'enverrais à ses parents. Je l'enverrais à son employeur. Je ne la diffamerais pas. Je leur montrerai simplement la vérité sur qui elle était quand elle pensait que personne ne regardait. Diane a baissé les yeux vers ses mains. La combativité l'avait quittée. La manipulation avait échoué. Les culpabilisations avaient échoué. Les alliés avaient été neutralisés. Elle a levé les yeux vers moi et ses yeux étaient vides de l'énergie frénétique qui l'avait animée pendant des mois. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air vieille. Elle a murmuré qu'elle ne savait pas comment s'arrêter. Elle l'a admis. Elle a dit que quand elle ne savait pas où j'étais, elle avait l'impression de mourir. Elle a dit que le contrôle était la seule chose qui la faisait se sentir comme une mère. C'était la première chose honnête qu'elle disait en 32 ans. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que c'était correct. J'ai simplement hoché la tête. Je lui ai dit qu'elle devait apprendre. Je lui ai dit que je les aimais. Mais je ne leur appartenais pas. Je lui ai dit que s'il voulait faire partie de ma vie, il devait apprendre à se tenir devant la porte et à attendre une invitation. Et si cette invitation ne venait jamais, il devait apprendre à vivre avec ça, aussi. Je me suis retourné. Je suis sorti du café. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'au Méridien. La ville était lumineuse et bruyante autour de moi,
mais à l'intérieur de ma voiture, c'était calme. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la joie. C'était la sensation d'une machinerie lourde qui s'arrêtait. Le bourdonnement constant d'anxiété qui avait été la bande sonore de ma vie avait disparu. Je me suis garé dans le stationnement souterrain. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. Je suis entré dans mon appartement. Il était encore vide de meubles, mais il était plein de lumière. Le soleil filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Je me suis dirigé vers la porte. J'ai tourné le pêne dormant. Clic. J'ai enclenché la serrure secondaire. Clic. Je suis resté là un instant, à écouter le silence. Il était à moi. L'air était à moi. L'espace était à moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message de Gordon. Je comprends. J'apprendrai. 5 mots. Pas d'excuses, pas de menaces, pas de culpabilité. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence était la réponse. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air frais et recyclé de ma forteresse. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que la paix n'était pas quelque chose qui vous était donné. La paix était quelque chose que vous construisiez brique par brique, serrure par serrure, et que vous défendiez avec tout ce que vous aviez. J'étais seul et c'était parfait. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'adorerais connaître vos impressions. Veuillez commenter ci-dessous et me dire d'où vous écoutez. Je suis toujours fasciné de voir jusqu'où voyagent ces histoires.